Oui, bonsoir à tous et à toutes. Avancer, oui, je pense qu'il y aura pas mal de choses à lire sur les supports de Monsieur Chantaro. Donc n'hésitez pas à vous avancer. Je vous remercie d'être là ce soir. On reçoit donc Monsieur Jean-François Chantaro, qui est directeur de l'Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale. Donc la première chose qu'on va lui demander, c'est de nous expliquer ce qu'est cet organisme et quelles sont ses missions. Mais je pense qu'au travers des travaux que vous avez publiés, on pourrait résumer son travail très rapidement dans un message qui est: la qualité du lien social dans un territoire est un gage de la performance économique. Alors c'est un résumé rapide de vos travaux, mais je pense que vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Nous lui avons demandé de venir ce soir car l'Odis a publié un rapport tout à fait original sur l'état social de la France à partir d'une batterie d'indicateurs très variés, alors qui vont de l'engagement, on en cite quelques-uns, dans les pompiers volontaires, au taux de création d'entreprises, en passant par la création d'associations et le PIB, ou encore le taux de divorce. Enfin, voilà une batterie d'indicateurs qui sont pour certains effectivement assez originaux. Et donc ce rapport livre un ensemble d'éléments qui permettent finalement de mieux comprendre la société et son évolution. Notre territoire apparaît plutôt bien positionné dans cette approche et Jean-François Chantaro va nous livrer quelques éléments détaillés à son sujet. Par ailleurs, il y a un autre intérêt à ce travail qui réside dans la mise en perspective à la fois géographique et historique. D'ailleurs, vous commencez par une perspective géohistorique de ces résultats en comparaison avec ceux d'autres territoires en Europe et dans le monde. C'est donc une occasion supplémentaire d'alimenter une réflexion sociétale plus large pour comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre en profondeur. Et au moment où on réfléchit à notre projet de territoire à l'horizon 2030, je pense que l'audition de M. Chantaro nous permettra d'engranger de nouveaux matériaux pour nos travaux. Et je vais lui passer la parole tout de suite, en le remerciant à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'il faut bien coller le micro. Hein. D'accord, c'est mieux comme ça. Je vais vous présenter les éléments issus de ce rapport qui s'appelle l'État social de la France, qui repose sur une analyse quantitative, une analyse qualitative. Je vais vous en brosser un peu quelques éléments, et puis surtout en conclusion, je vous montrerai comment est-ce qu'il nous faut essayer de procéder pour chercher des clés pour un modèle français, de façon à mieux vivre ensemble et mieux réussir ensemble. Alors, ce rapport, l'État social de la France, met en perspective 26 régions françaises, les unes par rapport aux autres, et 27 pays de l'Union européenne. Nous sommes en train de préparer un autre rapport qui met en perspective 167 pays du monde dans lesquels on retrouve les éléments que je vais vous indiquer aujourd'hui, à savoir qu'il y a une corrélation étroite entre lien social et performance, et je vais vous donner quelques éléments, mais on pourra être dans l'échange le plus possible pour que vous puissiez apporter vos éléments de connaissance non seulement de ce territoire, mais aussi vous avez des responsabilités, vous avez voyagé, vous avez rencontré, vous avez analysé, vous avez observé, et donc l'idée c'est d'échanger avec vous aussi, et donc des présentations comme celle-ci, j'en ai fait plein, et donc à chaque fois j'apprends des choses, moi aussi, donc non seulement je vous restitue ce que j'ai compris de ce que tout le monde m'a dit à ce jour, mais je sortirai moi aussi grandi de notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, l'idée c'est de chercher les sources de ce que sont les spécificités de notre société française pour essayer de voir ce que peut être une stratégie d'ensemble qui nous permettrait d'être dans la réussite collective. Alors, vous avez dit qu'il fallait que je présente qui je suis, je ne l'ai pas fait, mais juste en un mot, nous travaillons sur la notion d'intelligence sociale. Qu'est-ce que l'intelligence sociale? C'est la capacité à comprendre et construire du lien social, de façon à ce que chaque partie prenante se reconnaisse dans un projet collectif et parviennent à y abonder et à le construire et à abonder à sa construction.
Nous existons depuis une vingtaine d'années, j'en redirai peut-être un mot tout à l'heure éventuellement, mais nous travaillons à observer les territoires, à observer les secteurs d'activité, à observer les organisations, et nous observons non pas parce que nous voulons observer, mais parce que nous voulons transformer. Et donc quand on cherche à transformer pour construire du mieux pour tout le monde, eh bien, on va plus loin dans l'observation que si on est seulement dans un rôle d'observateur. Et donc nous n'observons pas pour observer, notre finalité c'est construire, pour construire on a besoin de comprendre, et donc la compréhension c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc ce que je vais vous montrer, ça a une vocation opérationnelle pour que chacun des décideurs puisse se saisir de ces diagnostics pour aller plus loin dans son exercice. Et quand je dis chacun des décideurs, pour nous, le décideur c'est le citoyen, c'est la personne, nous sommes tous dans une société co-responsable de ce qui s'y passe, quelle que soit notre fonction, et nous avons dans un pacte social à caractère républicain vocation chacun à participer au pacte social et non pas à le subir ou à en être consommateur, mais à le travailler, l'inventer, le réinventer, le remettre en question de façon constructive. Alors, j'entre maintenant dans l'analyse qualitative. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons cherché des indicateurs qui sont correctement renseignés et qui sont significatifs d'une part en termes de performance. Alors là, vous avez une liste d'indicateurs qui viennent pour la partie européenne d'Eurostat. On a à peu près la même chose pour la France qui vient principalement de l'INSEE, mais aussi des ministères. Des indicateurs publics en tout cas. Donc là, en termes de performance, vous avez, Philippe Audic en a cité quelques-uns, le taux de chômage, la création d'emplois, le PIB, mais aussi des éléments qui ne sont pas seulement à caractère économique. Vous avez l'éducation des jeunes, le classement des universités, les dépenses en recherche et développement, l'espérance de vie. Donc des éléments qui reflètent la capacité à accomplir des objectifs et atteindre des objectifs individuels ou collectifs. Et maintenant, nous avons une autre série d'indicateurs qui relèvent du lien social. Le lien social, c'est pas la capacité à accomplir les objectifs que l'on se fixe, mais la capacité à partager et à inclure les personnes dans ces objectifs et dans leur atteinte. Donc c'est le respect des personnes, le respect des faits, le respect des règles que nous mesurons ici avec des indicateurs de nature différente. Vous avez la quantité de divorces. Alors pourquoi le divorce en termes de lien social? Eh bien quand on divorce, on rompt le lien. Évidemment, hein. Un mariage, c'est convoquer tous ses amis, toute sa famille et dire oui, je le jure pour le meilleur et pour le pire. Et puis après, c'est dire ah ben non, mais j'avais pas compris que c'était ça le pire, donc j'arrête. Donc là, il y a rupture de lien. Les suicides, c'est pire encore, évidemment. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à intégrer une personne dans le collectif. Le taux d'emploi des femmes, des jeunes, les conflits sociaux, le chômage de longue durée, les accidents de la route qui sont liés à l'alcool. Donc à chaque fois des capacités à révéler le fait que les personnes respectent leurs engagements, respectent leurs règles, respectent la diversité des acteurs, ou au contraire excluent une partie des acteurs qui sont leurs interlocuteurs. Juste, je vois un indicateur qui est le chômage des étrangers de plus de 15 ans. Oui. Pourquoi 15 ans? Parce que c'est ce qui existe sur le plan statistique. Voilà pourquoi. Donc là, vous avez une source qui est Eurostat. Eurostat, depuis les années 70, c'est l'organisme de statistique publique de la Commission européenne, travaille à uniformiser la définition des informations qui sont remontées par les différents pays. Donc il y a un travail de définition et après un travail de recueil et de certification des informations qui remontent. Et donc cette information-là remonte vers Eurostat. Et donc elle est disponible. Et donc ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris tous ces indicateurs, encore une fois, ce ne sont pas les nôtres, ce sont des indicateurs de statistique publique. Et nous les avons par contre présentés selon un format unique qui autorise une agrégation de l'ensemble des indicateurs. Alors, agrégation des indicateurs de lien social, pour avoir un agrégat de lien social avec un classement moyen des territoires en termes de lien social, et le même exercice ensuite sur la performance pour avoir un classement moyen des territoires en termes de performance. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est ensuite de croiser les deux classements pour voir ce qui se passe. Donc je vais vous montrer d'abord cet exercice sur les pays de l'Union européenne, les 27, et ensuite le même exercice sur les régions administratives françaises, les 26 régions.
sur les pays d'Europe, on voit que tous sont sur une diagonale dans laquelle le classement en termes de lien social est relativement identique au classement en termes de performance. Alors, c'est en particulier vrai pour la France, mais pas seulement. La France, elle doit être 12e et 13e. Je sais jamais dans lequel des deux elle est 12e, dans lequel des deux elle est 13e, mais elle est à peu près classée de la même façon sur les deux indicateurs. Oui, que la Grèce est dernière. Ce sont les données de 2008, c'est-à-dire avant la crise financière. Donc, ce ne sont pas des indicateurs caractères financiers qui sont ici relevés, mais bien des indicateurs de performance en général et de lien social en général. Alors, premièrement, la France est là sur un épicentre de l'ensemble des territoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand en France, on parle du modèle social français, ben, il faut arrêter d'en parler. Parce que la France n'est pas mieux placée que les autres. Elle n'a pas de leçons à donner à la moitié des territoires de l'Union européenne. Elle a des leçons à recueillir de la moitié de nos partenaires et peut-être des enseignements à donner à d'autres, mais c'est pas un modèle qu'il faut venir imposer à tous, puisqu'il ne produit pas ni un meilleur niveau de lien social, ni un meilleur niveau de performance. Alors on peut rentrer dans l'analyse de la France si vous voulez, mais d'abord je voudrais vous parler de la Grèce. La Grèce, qui est mal placée ici, en termes de lien social et en termes de performance, encore une fois, ce sont les indicateurs qui sont préalables à la crise financière dont on entend beaucoup parler depuis 2009. Ce que l'on voit ici, à côté de la Grèce, ce sont des territoires, comme si vous prenez Portugal, Espagne, Italie, et puis les anciens pays de l'Europe de l'Est, enfin les pays de l'Europe de l'Est, anciens pays du bloc communiste, Portugal, Roumanie, Lituanie, Estonie, Bulgarie. Est-ce que quelqu'un a une tentative d'explication parmi vous pour dire pourquoi la Grèce est mal placée? Est-ce que quelqu'un veut se risquer à dire quelque chose? Alors moi je vais vous dire ce que j'ai compris pour l'instant, c'est que la Grèce a des racines très très profondes à son mode de fonctionnement actuel dont on entend beaucoup parler, encore une fois qui n'est pas ce que nous mesurons là, mais qui est la face visible de l'iceberg dont on entend parler. Là on voit des choses qui sont beaucoup plus profondes et qui sont encore à mettre en perspective de l'explication de ça. La Grèce était un pays à caractère despotique, dont le système politique était despotique jusqu'en 1974. Le régime des colonels dirigeait la Grèce. Vous prenez maintenant le Portugal. C'était Salazar qui dirigeait le Portugal jusqu'en 1974. C'est un général, dictature militaire. C'est la révolution des œillets en Portugal qui a mis à bas ce régime dictatorial. L'Espagne, vous savez quand Franco a quitté le pouvoir? En 1976. Vous prenez l'Italie, c'est le pays qui est resté le plus longtemps au XXe siècle dans un système fasciste. Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, ça fait déjà plus de 10 ans que Mussolini est chef d'État, plus exactement chef de gouvernement. Vous prenez ensuite les anciens pays du bloc communiste, vous prenez Malte, un tout petit pays, dont on pourrait se dire, souvent, on entend partout des gens nous dire « Oui, mais c'est plus facile de créer du lien social et de la performance quand on n'est pas nombreux. » Oui, mais à Malte, ils sont 400 000. Et puis on nous dit aussi « C'est plus facile quand on est une île. » À Malte, c'est une île. Donc c'est pas le fait d'être une île ou d'être nombreux ou pas nombreux qui fait la différence. Autrement, Malte n'en serait pas là. Si vous prenez Malte, Malte était une colonie anglaise jusqu'en 1961. Et dans l'histoire, Malte a toujours été colonisée par les autres. Vous avez entendu parler des chevaliers de l'ordre de Malte. C'était pas des Maltais. C'était des envahisseurs qui dirigeaient l'île. Et puis Malte a vu sa souveraineté passer des Ottomans aux croisés, en passant par les Anglais, par Bonaparte, par les Normands, par les Romains. Et donc les Maltais n'ont, dans l'histoire, que à de très brèves périodes, eu leur souveraineté. Donc on a là ici affaire à des territoires dont la gouvernance est une gouvernance qui est concentrée en un petit nombre d'acteurs. Quand vous êtes dans un système à caractère despotique, vous êtes dirigé par des gens qui sont peu nombreux, qui ont peu de contre-pouvoirs en face d'eux, et le jour où ils sont visionnaires et qu'ils tirent tout le monde vers le haut, c'est très bien pendant un temps, mais
personne n'est parfait, et personne n'est parfait durablement en tout cas, et donc le jour où cette personne, éventuellement visionnaire pendant un temps, cesse d'écouter, plus personne n'ose lui dire que les décisions ne sont pas de qualité et qu'il y a des sonnettes d'alarme qui devraient être tirées, mais qu'en même temps personne n'ose ne les vraiment tirer, n'ose ne les tirer, eh bien, à ce moment-là, progressivement, le système ne permet pas d'entendre les problèmes, de s'en saisir à temps, et donc on se met à faire des erreurs, à ne pas traiter les problèmes qui s'aggravent, qui s'empilent, qui empirent, jusqu'au moment où on ne peut plus les traiter, et il faut arriver à renverser le système. Donc ça, c'est ce qui est à l'œuvre dans ce genre de territoire. Alors maintenant, si vous allez à l'opposé, ici, est-ce que quelqu'un veut faire une tentative d'explication sur ces pays? Peut-être pour ceux du fond, vous voyez pas bien, on a Pays-Bas, Autriche, ici, et on a Finlande, Suède, Danemark. Est-ce que quelqu'un veut expliquer, se risquer à dire pourquoi ces pays seraient et sont mieux classés en termes de lien social et en termes de performance? Alors, il fait le plus froid, oui, c'est vrai. L'hiver, il y a de la neige aussi, on peut dire. Ce que vous avez en Autriche, c'est que vous avez un système à caractère fédéral. C'est-à-dire que les décisions sont prises au niveau des États fédéraux. Il y en a 11 en Autriche, alors que l'Autriche, c'est une douzaine de millions d'habitants. Donc ce sont des territoires qui sont de taille assez petite. Et en Pays de la Loire, il y a combien d'habitants? 3,5 millions. Donc, vous voyez, un État moyen en Autriche, c'est beaucoup plus petit que la région Pays de la Loire. Le chef d'État autrichien a assez peu de pouvoir, tout comme le chef d'État en Suisse. Il y a un système qui fait que la gouvernance fait reposer dans les États la capacité de décision, et cette capacité de décision remonte par un accord, une délégation de pouvoir qui va vers le haut, vers des étages de gouvernance supérieurs. Sur les Pays-Bas, vous avez des provinces, c'est pas un État fédéral, c'est pas un système fédéral, mais vous avez des provinces qui sont très puissantes, dans lesquelles il est possible, là aussi, pour les dirigeants des régions, de prendre des décisions qui sont plus proches de leur territoire. Maintenant, quand vous prenez les 3 autres pays qui sont dans ce cercle vert, on a affaire à quelque chose de différent. C'est le principe de l'agence gouvernementale. C'est-à-dire que dans ces pays-là, on a un système politique qui vient dissocier de façon assez nette les phases de réflexion, de diagnostic, de construction d'une orientation générale, de définition d'une feuille de route. Le système politique arbitre pour dire on a compris qu'on a un problème de logement, que ce problème de logement fait que nous avons besoin de X dizaines de milliers ou centaines de milliers de logements sur telle période, ça va coûter tant d'argent. Donc est-ce qu'on prend la décision d'isoler cet argent pour le mettre à disposition de ce projet-là? Si nous prenons cette décision, alors ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des agences gouvernementales et ils viennent insérer la feuille de route qui a été définie par le système public au sein de l'agence gouvernementale. Ils désignent des dirigeants et leur disent voilà ton objectif, voilà ta raison d'être, voilà tes moyens, tu te débrouilles. On vient contrôler ce que font les dirigeants, mais on contrôle a posteriori, c'est-à-dire qu'on les laisse décider, on les laisse mettre en œuvre. Si jamais ce qu'ils font ne correspond pas à ce qui était prévu, alors on en change, voire on les sanctionne. Mais on ne vient pas en permanence perturber et remettre en question la feuille de route telle qu'elle a été définie par le débat politique et la décision politique. On a donc une dissociation entre la stratégie politique, donc quel est le problème, quel est le type de solution qu'il faut mettre en œuvre, quels sont les moyens que je décide d'allouer, quelles sont les personnes à qui je confie la responsabilité, ça c'est le politique, et ensuite on a affaire à d'autres acteurs qui déploient la décision. On a dissocié avec ce système d'agence gouvernementale complètement les phases de réflexion des phases de mise en œuvre. Si vous prenez maintenant la France, par rapport à ça, on a tout mélangé. Et on mélange tout en permanence. C'est-à-dire que le système politique vient annoncer le fait qu'on alloue un budget pour, je dis n'importe quoi, les sans-logis, les pauvres, ou on réduit les taxes des riches ou l'inverse. Et
on peut entendre 3 jours après une décision qui vient perturber celle-ci en disant mais finalement on a besoin d'argent pour faire autre chose, donc on vient retirer l'argent d'ici pour le mettre ailleurs. Et on est dans un système comme ça de remise en question permanente avec une difficulté à déployer et à mettre en œuvre les projets. On a du mal à confier, à déléguer des pouvoirs et à permettre à des acteurs dans les territoires, dans les services de l'État, du mal à leur permettre de mettre en œuvre leurs propres décisions et les décisions une fois qu'elles sont prises. Il y a l'anecdote, on m'a cité plusieurs fois, des chaises que l'on a éventuellement besoin d'acheter à la Sorbonne et pour lesquelles on a besoin de 5 signatures, ce qui fait que le temps d'avoir les 5 signatures, qu'on peut pas s'asseoir dans les amphithéâtres, on va chercher les chaises ailleurs, on se débrouille, c'est le système D, et quand les 5 signatures arrivent, on n'a plus besoin des chaises, mais les chaises arrivent par contre. Et donc on est dans une lourdeur administrative dans notre système français parce qu'on n'arrive pas à fluidifier suffisamment la capacité à comprendre les problèmes, à réagir. En conséquence, quand on réagit, il y a le risque que ce soit de la communication pour dire « Ah oui, je me suis saisi du problème et je l'ai dit, maintenant que je l'ai dit, c'est fait ». Et la racine très profonde de ça remonte à Pépin le Bref. Pourquoi Pépin le Bref? Parce que dans notre société française, il s'est passé quelque chose de très très particulier depuis 756 et 762. Ce qui s'est passé, c'est que notre roi est sacré. Ça, c'est une spécificité française. En Angleterre, la reine n'est pas sacrée, elle est couronnée. En Hollande, le roi n'est pas sacré, il est couronné. En Suède, le roi n'est pas sacré, il est couronné. En Espagne, le roi n'est pas sacré, il est couronné. C'est partout pareil, sauf en France. Qu'est-ce que ça induit, ça, comme différence? Alors, c'est tellement bizarre ce que je vous dis, c'est que bien souvent, quand je pose la question aux personnes, ce que je fais pas ce soir, parce que je viens de vous donner la réponse, les gens disent, mais non, mais partout, les rois sont sacrés. Ça nous semble tout à fait normal. Mais c'est pas du tout normal. C'est une grande exception. Ça induit quelque chose de très très particulier dans notre ethos, c'est-à-dire dans les racines de notre culture qui sont au plus profond de nous, sans qu'on en ait même conscience, qui est que, en France, le chef d'État a raison, sa parole est d'ordre divin. Et quand on a un chef dont la parole est d'ordre divin, c'est beaucoup plus difficile de venir lui dire « Ah, mais ne penses-tu pas, toi qui as une parole d'ordre divin, ne penses-tu pas que tu as oublié quelque chose ?» Beaucoup plus difficile. C'est plus quelqu'un de normal, c'est quelqu'un qu'on a du mal à contester. Et on est là, dans cette société française, à voir dans les chefs le fait qu'ils sont supérieurs aux autres. Alors que c'est pas vrai. Ils sont normaux, ce sont des êtres humains, comme tout le monde, et ils ont un mandat qui leur est confié, pendant lequel ils ont des responsabilités, et ils ont des décisions à prendre, mais il nous faut les faire descendre au niveau du citoyen pour réfléchir ensemble. Vous prenez maintenant dans la grande difficulté que ça induit. Regardez la Ve République, qui est chef d'État? On verra pour le prochain coup. Je ne parle pas de ça, encore qu'on pourrait. Mais vous prenez tous les présidents de la Ve République, ce sont des acteurs qui ont créé leur parti politique. De Gaulle a créé son parti. Pompidou n'a pas créé, il l'a hérité au moment où De Gaulle est parti. Mais ensuite, Giscard a créé son parti, l'UDF. Mitterrand a créé son parti, le PS. Chirac a créé son parti, le RPR. Et normalement, celui qui devrait être à l'Élysée aujourd'hui, si on suit l'histoire de France, ça ne devrait pas être Sarkozy, ça devrait être celui qui a créé l'UMP. Et celui qui a créé l'UMP, il s'appelle Alain Juppé. Je suis pas partisan de l'un ou l'autre, c'est pas le sujet, vous avez compris. Celui qui a créé l'UMP, Alain Juppé, il a été invalidé. Il est sorti du système politique, pas du tout pour des raisons de débat public, pas du tout pour des raisons de système politique, mais pour des raisons de système judiciaire. Il a été invalidé par la justice. Et il a dû sortir du cadre qu'il avait lui-même créé. Et normalement, il était en situation d'avoir ayant créé un appareil partisan à sa main pour prendre le pouvoir, c'est lui qui aurait dû le prendre, et il n'a pas réussi. Donc Sarkozy a pu se saisir d'un parti qui était orphelin, alors qu'il venait juste d'être créé de toutes pièces. Et de ce point de vue, d'ailleurs, les primaires
au Parti socialiste, sans entrer dans les raisons pour lesquelles ils ont été installés pour l'élection présidentielle de 95. Les primaires sont une grande évolution, parce que ça veut dire que c'est pas le chef du parti qui s'auto-désigne comme étant le candidat du parti. Encore que si on regarde bien, moi depuis 2 ans, je dis à tout le monde, alors c'est facile ce soir, vous allez me dire, mais enfin, on pourra vérifier auprès de beaucoup de monde, c'est celui qui a tenu le parti le plus longtemps, qui a les instances à sa main dans la plupart des cas, qui est le candidat qui gagne. C'est normal. Donc c'est François Hollande qui l'a emporté en France. Maintenant, regardez ce qui se passe avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a à peu près le même niveau de performance que la France, mais au Royaume-Uni, il y a un lien social qui est plus développé. Et maintenant, comme je vous ai dit, pour prendre le pouvoir en France, il faut créer son parti. Regardez ce qui s'est passé pour Tony Blair. Est-ce que quelqu'un se souvient de comment Tony Blair a perdu le pouvoir? Tony Blair, il a gagné 3 fois les élections, et après avoir gagné la 3e fois, en cours de mandat, c'est son parti, en interne, qui lui a dit, Tony, on arrête, c'est plus toi. Et Tony Blair, il a dû quitter le pouvoir. Il y a un débat interne, une remise en question interne au sein des partis. C'est pas envisageable en France. Vous pouvez imaginer qu'un débat politique au sein de l'UMP fasse que ce soit plus Sarkozy qui puisse rester parce qu'il serait mis en minorité à l'Assemblée et partout. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Et maintenant, regardez bien pour dire que c'est pas une spécificité au parti politique de Tony Blair, les travaillistes. Et regardez comment Margaret Thatcher a perdu le pouvoir. C'est exactement le même scénario. Elle a gagné 3 fois les élections. En cours de 3e mandat, c'est son parti qui lui a dit « Margaret, c'est plus toi, on arrête. » Oui, mais c'est pas la même organisation politique non plus. Oui, mais l'organisation politique, c'est nous qui la faisons. Exactement. Mais ça tombe pas du ciel. Même si y a une sainte huile, il faut aller à Reims, et voilà, on a la sainte huile qui a, oh là là, c'est un jour une hirondelle qui a porté de l'huile dans le truc, et donc maintenant tu vas à Reims, c'était sacré. C'est quand même ça, hein, l'histoire de France. C'est quand même complètement dément. Et on se reconnaît là-dedans, et on dit, ah non, le roi, il est couronné, mais après, il y a un sacre. Et on avait besoin d'aller voir la sainte huile. On lui a coupé la tête, mais qu'est-ce qu'on a fait après? Qu'est-ce qu'on a fait après? Mais pourquoi on lui a coupé la tête et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé la tête parce que justement, au bout d'un moment, quand le dirigeant est tout seul à diriger et qu'il n'y a plus de marge de manœuvre, il n'y a pas de possibilité d'expression dans l'ensemble du système, on n'a plus qu'une seule solution, c'est non pas s'opposer à la décision du décideur, c'est non pas s'opposer au décideur, comme les Anglais le font avec les exemples Thatcher ou Tony Blair, c'est s'opposer au système politique sur lequel est assis le décideur. Et donc on a besoin de renverser totalement la monarchie, de couper définitivement la tête au système politique pour qu'il ne puisse plus revenir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a reproduit exactement la même chose. Si vous prenez depuis 1789, on a 16 régimes politiques qui se sont succédés. 16 régimes politiques. Dans le même temps, regardez l'Afrique du Sud. L'énorme majorité des personnes, c'est pas des citoyens, n'avaient pas les droits civiques. C'est les Noirs. Le système politique leur a donné les droits civiques. Ils ont élu un président noir. Il n'y a pas eu de changement de système. Ça se fait dans le cadre du système imparti. Pourtant, l'Afrique du Sud d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Afrique du Sud il y a 20 ans. C'est le même système politique pourtant. En France, quand on veut changer de politique, de décision, et même de décideurs, on a besoin de changer de système. Depuis 20 ans que je travaille à essayer de comprendre ce qui se passe dans notre société, j'entends de partout les gens dire « Ah oui, il faut créer la 6e République ». Et encore là, il y a des candidats qui proposent ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de réinventer un système? Parce qu'on a du mal à se parler dans le cadre imparti. On a plus de mal qu'ailleurs. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas du tout ici se parler dans le cadre imparti et qu'ailleurs on peut parfaitement bien se parler. Je dis que c'est plus difficile ici. Et comme c'est plus difficile, eh bien, la tentation est grande, à un moment, de constater que, comme les décisions soit ne sont pas prises, soit n'engendrent pas les résultats escomptés, on ne sait même pas d'après qui, eh bien, on casse tout et on recommence. Donc ça, c'est une spécificité française. Alors, je peux passer maintenant à la partie
des comparaisons des régions françaises, sauf si quelqu'un d'entre vous veut ajouter quelque chose là-dessus. Vous n'aidez pas la Suisse? Non, parce que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Mais par contre, elle fait partie des pays du monde que nous classons dans le prochain rapport. Et d'ailleurs, donc maintenant je sais où est classée la Suisse, mais votre remarque, je l'ai entendue des dizaines et dizaines de fois partout en présentant ce schéma. Et donc, d'après vous, la Suisse serait où? Aucune idée. Est-ce que quelqu'un veut... Une fédération, comme l'Autriche, dans le rond vert. Oui, c'est ça. Hein. Et donc je vous donne une avant-première, ce qu'on va voir dans le rapport qu'on va sortir bientôt. La Suisse est très bien placée. Et comment expliquez-vous que la République tchèque soit au-dessus de la barre? Alors, la République tchèque, elle est au-dessus, mais en même temps, il faut se dire que c'est un classement moyen. Donc il y en a obligatoirement la moitié qui sont au-dessus du point médian. Hein. Ceci pour comparer avec la Bulgarie, l'Estonie. Donc en République tchèque, oui, on a affaire à une culture à caractère allemand. C'est l'ancien empire, Saint-Empire romain germanique. C'est quoi le Saint-Empire romain germanique par rapport à ce que je viens de vous dire sur le roi sacré? Ici, c'est le chef d'État qui est sacré. En Allemagne, c'est l'État qui est sacré. C'est le Saint-Empire. C'est l'Empire qui est saint. C'est pas le chef de l'Empire. C'est pas l'empereur. L'empereur du Saint-Empire n'était pas sacré. Voilà, c'est l'institution qui était sacrée. C'est-à-dire que le roi de France était sacré, alors que c'était l'Empire qui était sacré là-bas. Et donc, ce qu'on a, si on prend deux cartes d'Europe, et qu'on les superpose, qui sont la carte géopolitique du Moyen-Âge. Vous prenez les cités-États que Machiavel nomme les républiquettes. Prenez les républiquettes du Moyen-Âge, ça part du Hambourgeois, hein, de la Ligue hanséatique, ça descend le long de la Ruhr, ça va en Suisse et puis en Italie du Nord. Et là, vous avez un canal avec des républiquettes, c'est-à-dire des cités-États qui ont une particularité, évidemment, qui est que dans ce type d'organisation, vous avez des personnes qui ont le statut de citoyen et qui ont une possibilité de participer à la chose publique. Et vous prenez maintenant la carte d'Europe du PIB par habitant. Là où on a le plus haut PIB par habitant en Europe, c'est la même chose. Ça part de Hambourg, ça descend le long de la Ruhr, ça va en Suisse et c'est l'Italie du Nord. Après, vous avez bien sûr des îlots de richesse. Nantes, de plus en plus. Vous avez Londres, vous avez Barcelone, vous avez Paris. Mais Paris, on va y venir tout à l'heure, est très performant, mais c'est pas la performance des Parisiens, Paris. C'est la performance de toute la société française. Oui. Moi, je voulais vous demander, vous parlez beaucoup du lien social. J'aimerais que vous donniez votre définition du lien social. D'accord. Alors, j'ai une remarque qui va un peu dans le même sens, même si je pense qu'elle change peut-être pas vraiment la donne. Je me demandais quand même si l'indicateur sur le divorce, et n'y voyez aucune provocation de ma part, n'est pas un indicateur du passé, au sens où il n'est pas prospectif, il ne tient pas compte des mutations. J'entends bien l'explication que vous avez donnée pour la période où le mariage était la référence. Aujourd'hui, alors c'est comme pour vous, Alain Juppé, je ne prends pas position, hein, mais j'observe que la conjugalité est nomade dans les mœurs et dans le droit, alors que la parentalité reste elle pérenne. C'est ce qui pose un problème pour quelques-uns. Mais au bout du compte, ça conduit quand même à ce qu'on appelle la famille recomposée, dont on ne peut pas dire comme ça qu'elle est facteur de destruction du lien social, elle étend même parfois beaucoup le lien. Alors vous avez trois sortes de familles, en France, trois sortes d'enfants, en gros 3 tiers. Vous avez un tiers qui naissent dans des familles dont les parents sont mariés, un tiers qui naissent, dont les miens, la mienne j'en ai qu'une, dans des familles dont les parents vivent ensemble et ne sont pas mariés, et puis un tiers dont les parents sont divorcés et ne vivent plus ensemble. Et donc après ça, bien sûr qu'on peut dire, ça oblige à entrer dans plus de complexité. Il faut passer le mercredi dans la maison A et puis le jeudi dans la maison B avec une autre maman, un autre papa, d'autres frères et sœurs. Mais en même temps, globalement, ça veut dire qu'au moment, si on parle juste du divorce, où on vous propose de vous marier
Vous n'êtes pas obligé de vous marier, justement, parce que il y a d'autres modes de fonctionnement de la cellule familiale. Donc pourquoi est-ce que vous avez besoin de convoquer tous vos amis et de dire je le jure, pour le meilleur et pour le pire, et après de dire ah ben non? À quoi ça rime? Si justement on sait que d'autres formes de cellules familiales sont possibles. Et donc vous voyez, par rapport au lien social, ça veut dire que la question c'est comment est-ce qu'on fait pour être ensemble. Être ensemble, ça veut pas dire je me marie avec tout le monde. Mais ça veut dire quand je dis quelque chose, ça a une signification. Ou bien, je dis la règle, le stop, par exemple en Grèce, le stop et le feu rouge, c'est une indication, c'est pas une obligation de s'arrêter. Voilà. Les taxes, c'est une indication. On dit oui, là il faudrait payer des taxes, mais j'ai pas envie parce que de toute façon autour de moi personne les paye. Donc ce serait moi le naïf de service si je les payais. Et donc si on édicte des règles et on prend des décisions et que l'on ne tient pas, là on n'est pas dans le lien social. Jacques et Jean-Claude, oui. Oui, il manque des pièces à votre place, parce que bon, les pays sont donc classés en fonction de critères, performance, aussi, lien social. Déjà, il y a une pondération laquelle je sais pas. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Okay. Après, vous classez donc les pays dans un certain niveau. Colle le micro, parce que. Qu'est-ce qui vous permet en fait de faire le lien? Vous dites que finalement c'est lié, je m'exprime peut-être pas très bien, à la proximité des décideurs par rapport aux individus. Alors j'ai pas encore dit ce qui était la vraie clé. Donc qu'est-ce qui vous permet, là j'arrive pas à faire le lien moi entre la place. Je n'ai pas encore tiré les conclusions. J'ai donné des exemples pour l'instant. J'ai donné des exemples. Moi, je peux entendre des conclusions. Pas encore. Alors, juste sur les pondérations, donc il n'y a pas de pondération. Quand vous avez 15 indicateurs de lien social, 15 indicateurs de performance, finalement, vous en changez 5, vous avez le même classement à très peu de choses près. Et donc arrive un moment où quand vous avez tout un faisceau d'informations, vous rajoutez un peu, vous enlevez un peu, ça change plus rien. Je voulais savoir si vous aviez fait cette carte à des dates différentes, c'est-à-dire de façon à pouvoir suivre les évolutions, en quelque sorte, ceux Absolument. qui progressent et ceux qui régressent, parce que bon là on est en 2008, mais on peut imaginer que en 1998 la situation n'était pas la même. Donc je pense qu'il faut mettre une dynamique un peu dans cette carte. Alors en 98 les chiffres n'existaient pas. On a fait pour l'Europe en 2007. Et pour les régions françaises que vous allez voir dans un instant en 2004, et puis on peut voir des phénomènes de glisse dans un sens ou dans l'autre de certains territoires, et ça permet d'analyser un peu plus la conjoncture, mais en même temps de trouver ce qui relève de racines profondes et ce qui n'en relève pas. Par exemple, vous avez l'Irlande qui est ici, dans le précédent classement en 2007, l'Irlande était très bien classée. Vous avez le Luxembourg, alors je vais y revenir sur l'Irlande. Vous avez le Luxembourg qui est ici, il était là, le Luxembourg, avant c'était un cas particulier par rapport à une conclusion, qui n'est pas encore une conclusion, mais une indication visuelle que j'ai tirée tout à l'heure en premier, qui est que tous les pays sont sur une diagonale, dans laquelle le classement en termes de lien social est relativement identique au classement en termes de performance. Ce qui d'ailleurs n'est pas la même chose que ce que Philippe Audic a dit tout à l'heure en introduction, quand il a dit, on voit que là où il y a de la performance, c'est parce qu'il y a du lien social. Je vous ai entendu dire ça. C'est pas ça qu'on dit nous. Parce que ce que l'on voit là sur un système comme celui-ci, c'est que là où il y a l'un, il y a l'autre, et là où il y a l'autre, il y a l'un. Alors c'est la question de la poule et de l'œuf. C'est est-ce qu'il faut du lien social pour créer de la performance, ou est-ce qu'il faut de la performance pour créer du lien social? Est-ce que vous connaissez la réponse à cette question de la poule et de l'œuf? Qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier? La réponse à cette question, c'est que c'est une mauvaise question. C'est qu'en fait, vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Eh bien, lien social aux performances, c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une racine, mais je n'ai pas encore dit la racine. On va prendre la dernière question sur cette partie-là, parce qu'il faut qu'on aille sur les régions après. Je suis étonné du rapport des trois pays, Allemagne, France, Royaume-Uni. D'abord parce comment se fait-il qu'ils soient sur le même niveau de performance? Et deuxièmement, comment se fait-il que le lien social soit beaucoup plus fort au Royaume-Uni qu'en France et qu'en Allemagne? Je pensais intuitivement que le plaisir de vivre au Royaume-Uni était infiniment moindre qu'en France et qu'aux États-Unis. Oui, c'est souvent ce qu'on se dit, y compris sur la façade atlantique de la France.
et surtout là d'ailleurs, mais c'est pas la réalité. Voilà. Au Royaume-Uni, il y a des façons de se dire les choses. Ils ont un autre mode d'organisation du lien social qui est plus communautariste, mais qui fonctionne, dans lequel on arrive à se parler. Et je dis pas qu'on est plus proche du décideur, on arrive à se parler. Vous vouliez dire quelque chose? Non, je crois que c'est terminé, donc peut-être on va passer aux régions. Donc sur les régions françaises. Oui, à chaque fois que je viens dans un territoire, je mets toujours. C'est quand même pas fou. Donc là, il n'y a plus rien à dire. Pays de la Loire, vous êtes les mieux classés. Alors, est-ce que quelqu'un veut expliquer pourquoi? Ouais. Non, peut-être. Je vais essayer de me risquer. Est-ce que c'est parce que c'est un territoire composite, c'est-à-dire qui n'a pas finalement d'histoire et d'identité, que on est peut-être plus attentionné à l'ensemble des composantes de ce territoire? Je ne sais pas. Alors, c'est pas qu'il n'a pas d'identité, c'est que son identité, elle relève plutôt de ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a une composition, ou même plusieurs compositions au sein de ce territoire dans lequel vous vivez. Ces compositions, elles sont de quelle nature? Premièrement, il y a différentes composantes territoriales. Si on veut construire un projet au niveau régional, il faut impliquer Nantes, il faut impliquer Saint-Nazaire, il faut impliquer Laval, il faut impliquer Angers, etc. Sinon, on ne construit pas au niveau régional. Vous allez, à l'inverse, en Pas-de-Calais, vous êtes avec Lille, ça suffit. Plus besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Donc là, ici, il y a une diversité territoriale. Deuxièmement, il y a une diversité économique. Diversité économique, dans votre territoire, il n'y a pas une activité économique qui préempte toutes les autres. Quand vous allez Nord-Pas-de-Calais, vous avez des mines et vous avez du textile. Et donc là, vous avez des grandes organisations qui sont très performantes dans ces secteurs d'activité-là. Le jour où ces secteurs d'activité sont percutés par la mondialisation, ces entreprises sont bouleversées. On n'a pas la possibilité de traverser la rue pour aller dans une autre entreprise qui est dans un autre secteur d'activité, comme c'est le cas ici, où on a beaucoup de PME de grande taille. Et donc, si une PME dans un secteur d'activité a un problème parce que elle a raté le coche, elle a raté le tournant sur une évolution stratégique, une évolution technique, c'est moins grave pour l'ensemble du territoire parce qu'il y a une myriade d'autres acteurs économiques qui, eux, n'ont pas eu à gérer les mêmes transformations au même moment parce qu'ils sont dans d'autres environnements technologiques, d'autres environnements commerciaux, et donc on arrive à se réorganiser et à se rééquilibrer à titre personnel et à titre collectif. Donc vous avez un équilibre économique, un équilibre territorial. Ça c'est très marquant ici, et c'est ça qui fait la richesse de ces pays de la Loire. Et pour revenir sur la notion d'histoire, en fait, ce pays de la Loire, c'est un territoire qui est fabriqué il y a très peu de temps, de façon tout à fait administrative. C'est l'État, la Ve République et la Quatrième qui décident d'installer ces pays de la Loire en les nommant comme ça, alors qu'il y a quelques départements dans les Pays de la Loire qui ne tiennent pas le mot Loire, et il y en a plein d'autres à l'extérieur des Pays de la Loire qui s'appellent aussi Loire. Donc on est sur une identité qui tourne autour de la Loire, qui est imparfaite, mais qui engendre une recomposition, une remise en question, et vous cherchez. Et quand on se cherche, eh bien, on se remet en question positivement. On n'est pas là avec un acteur qui domine tous les autres, que ce soit sur le plan économique ou sur le politique, ou le plan politique. Et quand personne ne domine les autres, eh bien, on arrive à faire circuler l'information beaucoup plus. La Bretagne n'est pas mal classée. La Bretagne n'est pas mal classée, mais c'est une toute autre histoire, la Bretagne. Quand vous prenez Clovis, vous prenez l'Empire romain, vous allez à Rome, vous regardez l'ensemble des régions, des territoires maîtrisés par Rome à la grande époque, en 112, 120, après au début de notre ère.
il n'y a pas la Bretagne. En Bretagne, ça a toujours été quelque chose de particulier. Ils ont une identité, eux, qui est très marquée, et d'ailleurs qui vient vous toucher aussi, parce que la Loire-Atlantique, est-ce que c'est à Bretagne ou pas? Il y a un débat parmi toute la définition de ce qu'est votre identité à vous, mais la Bretagne, c'est pas du tout la même chose que vous. Donc il y a en Bretagne des logiques de pays. On est en contact avec le Conseil régional, ils font un travail très approfondi, pays par pays. Ils ont 21 pays, au sein des pays, il y a plein de choses. Et quand ils organisent des mécanismes participatifs dans les pays, les gens viennent. Les gens viennent, les gens s'impliquent, c'est leur territoire à eux, ils sont impliqués dans la vie de leur territoire. Alors, Ce qui peut surprendre, c'est PACA. On s'attend tout de suite à ce que la performance de PACA soit supérieure, proche, par exemple, des Pays de Loire. C'est un petit peu ça que l'on pourrait supposer en fonction de tout ce que l'on peut entendre, quoi. C'est ça. Il faut faire attention à ce qu'on entend. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Attention à ce que vous entendez. Attention au journal de 20h. Attention aux petites phrases. Attention à la facilité. Ouais, attention à la facilité, parce que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Voilà. Et donc PACA, vous avez beaucoup de retraités, vous avez beaucoup de personnes qui vont en PACA une fois que leur vie professionnelle est terminée. Et quand vous allez en PACA, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent plus ou moins, mais c'est très difficile de se faire intégrer par les habitants du Sud. Autant vous allez à Lille, là pour le compte à Lille, vous êtes invité chez les gens. Pas chez n'importe qui, c'est par classe sociale. Donc les gens de votre classe vous invitent, mais en interclasse on s'invite pas. À Lille, tout comme en Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais, c'est là qu'à la fin du 19e siècle, vous avez eu des grèves qui ont été traitées par le sang. Donc des classes sociales qui sont les unes contre les autres. On a une difficulté à être dans une cohésion sociale marquée, alors que quand vous allez en PACA, donc d'accord, il fait plus chaud, mais vous n'entrez pas chez les gens. Vous habitez depuis 20 ans dans un village, prenez votre retraite à 60, à 80 ans, on vous demande quels sont vos amis. Vous connaissez tout le village, vous parlez 3 heures tous les jours avec les personnes devant chez elles, jamais elles ne vous ont invité pour rentrer chez elles. Vous n'entrez pas chez les gens. Et maintenant, en termes de lien social, je rappellerai juste par exemple que Toulon, il y a un député de la République qui a été assassiné, un juge d'instruction qui a été assassiné à Marseille. Je parlais tout à l'heure avec vous, monsieur, la Cour des comptes, vous avez une connaissance des lieux dans lesquels il y a plus ou moins de difficultés dans la qualité de la gestion des comptes publics, et vous m'avez dit tout à l'heure que c'est plutôt Nord-Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon et PACA où il y a plus de difficultés qu'ailleurs. On respecte moins les règles qu'ailleurs, et quand on respecte moins les règles, soit les règles sont ineptes et on en change, et si on en change, alors on va respecter les nouvelles, mais si on continue à ne plus jamais respecter les règles, ça veut dire qu'on a un problème avec l'autorité, on a un problème avec le pouvoir, on a un problème avec l'État, et donc quand on a un problème avec l'État, on a un problème avec le collectif, et c'est exactement la même chose qu'avec les Grecs. Si vous allez, je reviens un tout petit peu en arrière, avec les Grecs, vous avez ici un territoire dans lequel les Grecs sont très très accueillants, très chaleureux, très sympathiques. Je ne sais pas si vous connaissez certains d'entre vous la Grèce. C'est un peuple charmant, joyeux, empathique. Mais s'il y a une relation entre les Grecs qui est très développée, il y a une relation entre les Grecs et l'État grec qui est tout à fait sous-développée. Le sport national, c'est ne pas payer les impôts. Et pourquoi ça? Alors ça remonte à bien plus loin encore. Je vais peut-être pas le dire maintenant, mais si vous voulez, je pourrai tout à l'heure. Et donc on a affaire ici à un territoire dans lequel... je fais une bêtise. Ah merde, attends, je vais à l'envers là. Non, je sais plus comment je dois faire. Voilà, comme ça. Pardon, excusez-moi. On a affaire à un territoire donc qui est plus performant et sur les plans économiques et sur le plan du lien social, mais qui reste quand même moins performant que l'Île-de-France, qui domine en termes de performance, mais l'Île-de-France est derrière en termes de lien social, est loin derrière la moyenne de l'ensemble des territoires. Pourquoi ça? Parce que, j'en ai dit un mot tout à l'heure,
l'Île-de-France a une performance qui n'est pas produite par les habitants de l'Île-de-France. Elle est produite par l'ensemble des Français. Et donc, en Île-de-France, enfin en France, si on veut exister, si on veut construire des projets, il faut passer par Paris. Voilà. Paris préempte depuis 1000 ans les richesses, les énergies, les idées, et donc concentre tout ça, et dans une situation de monopole, d'avantage concurrentiel en tout cas, par rapport aux autres, qui fait que on a besoin de Paris, et donc finalement à Paris, s'il n'y a pas de lien social, c'est moins grave. Et donc évidemment, vous pouvez être, et donc là j'en viens sur un tout début de conclusion, vous pouvez être performant quand il n'y a pas de lien social, si vous avez un avantage concurrentiel marquant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Luxembourg, qui est là maintenant dans la carte précédente sur les régions, les pays d'Europe, était là en 2007. Ce qui s'est passé depuis, c'est quoi d'après vous? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2007? Hein? Non, c'est pas la crise, c'est la régulation de la fiscalité. Et donc, quand on perd son avantage concurrentiel, alors qu'est-ce qui se passe? Si un jour l'Île-de-France perdait son avantage concurrentiel, ce qui peut très bien lui arriver, puisqu'elle est maintenant pas dans une concurrence par rapport à ces territoires-là, mais par rapport à des territoires qui sont sur l'ensemble de l'Europe et l'ensemble du monde, son avantage concurrentiel de concentration des énergies, les petits Nantais, ils n'ont pas forcément envie d'aller faire carrière à Paris. Il y a encore une génération, ils avaient envie, et il y a 10 générations, ils avaient envie, mais maintenant, ils ont peut-être envie d'aller ou à Shanghai, ou à New York, éventuellement à Paris, mais s'ils n'ont plus trop de choix. Et donc l'avantage concurrentiel de Paris est en train de s'atténuer. Donc le Luxembourg qui était là a chuté ici, et vous avez là sur un schéma comme celui-ci le fait que vous avez une corrélation entre lien social et performance. Là où il y a l'un, il y a l'autre, sauf quand vous avez un avantage concurrentiel, vous pouvez être performant sans lien social. Donc ça vaut aussi pour une entreprise. Quand une entreprise a des brevets, domine un marché, est le principal intervenant depuis longtemps, et finalement on tient tous les réseaux, tous les canaux, il y a une intégration verticale, et donc les concurrents ne peuvent pas exister, alors oui, la qualité du lien social est tout à fait secondaire. Mais à partir du moment où une entreprise est sur un marché concurrentiel, le niveau de sa performance va s'aligner avec le niveau de son lien social. C'est ce qui s'est produit pour Luxembourg. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus, sur les différents territoires? Qu'est-ce qui explique l'écart aussi grand entre l'Alsace et la Lorraine? Est-ce que quelqu'un veut expliquer? C'est ou pas? La Lorraine, c'est la mono-industrie, là, c'est du rejet. Exactement, c'est simple. Oui, Auvergne et Limousin sont ici, ils sont dans une phase d'endormissement, ils ont un bon lien social, pas de performance, c'est-à-dire il fait bon être là, mais ça produit pas grand-chose. Donc finalement, on vit en autarcie, c'est le Massif central, on est moins irrigué par des gens qui passent, pas les routes commerçantes ni au Moyen-Âge, ni aujourd'hui. Et pardon? Et oui, mais parce qu'ils attirent moins, parce que ceux qui naissent là-bas et qui commencent leurs études là-bas, très vite ils s'en vont. J'étais à Auch la semaine dernière. À Auch, on vous dit, tous ceux qui partent à partir de 18 ans faire des études, d'abord, ils restent pas là faire des études parce qu'on peut pas en faire à Auch, c'est dans le Gers. Et parmi tous ceux qui partent, personne ne revient jamais, sauf quand on a une maison de campagne. Le Gers, c'est en Midi-Pyrénées, c'est Midi-Pyrénées, oui. Non, bien sûr. Non, mais je vais vous donner l'exemple en comparant avec Auvergne et Limousin. Quand vous êtes Auvergne-Limousin, il y a peu de chômage, c'est vrai. Je crois que la région où il y a le moins de chômage, c'est Limousin. Mais c'est aussi la région où on crée le moins d'emplois. Alors comment ça se fait? Tout simplement parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas d'emploi, donc tout le monde s'en va. Donc ceux qui restent, ce sont ceux qui n'ont pas besoin d'emploi. Donc il y a du lien social, et il n'y a pas de performance. Voilà. Et donc il y a des territoires comme ça, et c'est ce qui se passe dans ces deux territoires ici. Dans notre région, on peut penser qu'il y a des sous-ensembles qui accentuent en fait le caractère de performance ou de lien social. Je pense particulièrement au Choletais, à la Vendée, qui sont effectivement typiquement des régions où on peut penser qu'est très bien allié le lien social et la performance. Alors faisons une hypothèse, si par exemple la Vendée sortait des Pays de Loire et allait dans le Poitou-Charentes,
Est-ce que dans vos hypothèses, ça fait remonter le Poitou-Charentes? Oui, si on prend les choses telles que vous venez de le dire, c'est sûr que les deux se rapprocheraient un peu. Et c'est-à-dire que c'est la question que quelqu'un tout à l'heure posait sur l'Allemagne, et puis j'ai passé la réponse à l'as, mais sur l'Allemagne, si je réaffiche ça une seconde, on voit que l'Allemagne est à peu près placée comme la France, sauf qu'il faut quand même se souvenir que l'Allemagne a intégré plus un tiers d'Allemands il y a 20 ans, et qui n'avaient pas du tout le même niveau de performance, mais qui en même temps, c'est vrai, avaient des savoirs, il y avait de l'éducation dans les anciens pays communistes, mais il n'y avait pas les niveaux de mise en œuvre de ces savoirs, il n'y avait pas les savoir-faire qui accompagnaient les savoirs. Et donc, si l'Allemagne était découpée, comme vous proposez là qu'on découpe le Choletais ou la Vendée du reste, eh bien, si l'Allemagne était découpée, certainement qu'on aurait une Allemagne de l'Est qui tomberait par là, une Allemagne de l'Ouest qui monterait par là. Pareil pour l'Italie. L'Italie est ici. Mais si vous prenez le Milanais, et si vous prenez Naples, c'est pas la même chose. Naples, c'est la Grande Grèce. C'est les mêmes que ça. Alors que le Milanais, c'est la Suisse. Et la Rouen, presque. Avec un dynamisme économique très important. Pas d'autres questions là sur les régions? Alors, je vais peut-être passer rapidement là-dessus sur ce qu'est une identité collective. Parce que j'ai dit ce que je propose de vous montrer là maintenant, j'ai déjà dit à peu près, mais si vous voulez comprendre un territoire, donc comprendre le Choletais ou Nantes, ou l'agglomération de Nantes, ben voilà ce qu'il faut regarder. D'abord, il faut regarder le lien à l'espace. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui sont ici ou est-ce qu'ils sont ailleurs? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous entendez parler du télétravail, vous entendez parler vous avez un TGV qui vous met à 2 heures de Paris, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à Paris et qui vivent ici? Quand vous êtes en Île-de-France, quand vous avez une grande partie des Franciliens qui met plus d'1 heure pour se rendre et revenir de son travail chaque jour, ça veut dire que pendant ce temps-là, d'abord, vous êtes ni au travail, ni chez vous, et que ce qui se passe chez vous, vous n'en avez aucune idée pendant la moitié du temps. Et l'autre moitié du temps, vous passez l'énorme partie à dormir et à faire à manger. Et donc, vous n'avez pas le temps de savoir ce qui se passe sur votre territoire. Donc, quand vous travaillez à côté de là où vous vivez, c'est pas la même chose que si vous travaillez loin. Quand vos enfants s'en vont, que la famille est éclatée, c'est pas la même chose que si on est tous les uns à côté des autres. Et dans l'histoire du monde, la plus grande partie de notre histoire, on a vécu là où on est né, et on est mort là où on a vécu. C'est plus vrai, c'est de moins en moins vrai, ça vient nous percuter. Donc il faut regarder ce lien à l'espace, il faut le comprendre. Ensuite, vous avez les codes relationnels. Les codes relationnels, c'est bien sûr le langage, mais c'est aussi tout ce qui peut constituer des gestes et des signes. C'est-à-dire quand j'essaie de dire ce que je pense, est-ce que je parviens à exprimer ma pensée, premièrement? C'est-à-dire, si vous me demandez de m'exprimer en anglais, je vais être un peu moins bon. Si vous me demandez en allemand, encore moins bon. En italien, encore moins bon. Alors en chinois, j'y arrive pas. Alors si j'ai un traducteur chinois, qu'est-ce qu'il dit? Je suis pas bien sûr. Donc, les codes relationnels, il faut les regarder. Et puis, il y a ce que je suis capable de dire par rapport à ce que j'ai envie de dire. Et il y a le fait que mes interlocuteurs sont capables d'entendre ce que j'essaie de dire et ce que j'exprime éventuellement clairement. Et donc les codes relationnels, si on n'a pas les mêmes, on se comprend pas. Ensuite, vous avez le parcours historique, c'est plus sophistiqué. Alors évidemment, je monte dans la complexité à chaque fois. Le lien à l'espace, le code relationnel, c'est plus compliqué que le seul lien à l'espace. Et puis le parcours historique, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que ça, c'est où nous sommes aujourd'hui, c'est notre présent. Ça, c'est notre passé. C'est d'où est-ce qu'on vient. Est-ce qu'on a une lecture commune de notre passé? Par exemple, quand vous êtes français et vous faites la colonisation de l'Afrique et que vous indiquez aux Africains que leurs ancêtres sont des Gaulois, ça a un certain sens, alors qu'on peut expliquer, intellectuellement, on peut tout à fait démontrer que c'est juste, mais en réalité, quand même, c'est un peu tiré par les cheveux. Et après, quand vous regardez notre mémoire collective, à nous, Français, aujourd'hui, pour essayer d'expliquer ce que je montrais tout à l'heure sur la place de la France en Europe, vous voyez que c'est en France qu'on consomme 2 fois plus de
psychotropes qu'en Belgique, merci. Et en Belgique, on en consomme 2 fois plus qu'en Allemagne. Et quand, moi, j'arrive pas à ne pas faire un lien avec un autre phénomène, qui est que l'apogée de la France, le territoire français, alors je vais vous poser la question, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que quelqu'un sait, quelle est la proportion du territoire qui était français en 1940? Prenez 1940, on regarde la carte de France, prenez la carte de France aujourd'hui. Quelle est la part du territoire qui est resté français? Est-ce que quelqu'un a une idée? France libre, le sud de la France. Je parle pas de la France libre. La France libre, non, on va dire jusqu'en mai 40. Donc avant juin 40. La suppression des colonies. Les colonies, ouais. Le soleil, le soleil, il se couchait jamais sur l'Empire français. Hein? Eh bien, mais si vous regardez les chiffres en termes de quantité de kilomètres carrés sur lesquels il y avait la souveraineté française, on a perdu, heureusement que vous êtes tous assis, 95% du territoire français. Alors on peut dire, ah oui, mais c'est normal parce que on n'avait rien à faire dans les colonies. D'accord, ok. Mais, quand on regarde la France et quand on demande aux Français ce qu'est la France, ils nous expliquent que c'est un grand pays, qu'elle est tout à fait, il est normal qu'elle est l'un des 5 sièges au Conseil permanent de sécurité de l'ONU. Mais en fait, la France, elle s'est effondrée depuis 1940. Alors je dis pas qu'il s'est passé quelque chose particulièrement en 1940, ce qui s'est passé avant a engendré ça, mais sur le plan de la domination territoriale, la France n'a plus du tout la présence qu'elle avait. Le congrès de Vienne, quand Napoléon Bonaparte perd pour la 2e fois, après Waterloo, le congrès de Vienne qui est négocié entre toutes les puissances européennes, il est négocié en français, il est rédigé en français, alors que les Français ont perdu. Excusez-moi, non, mais vous exprimez en territoire. Quand vous parlez de 95%, c'est en territoire, c'est pas en population. Si on prend la Libye, la Libye, il y a 4 ou 5 millions d'habitants, et c'est bien plus grand que la France. Oui, je parle de territoire, mais la Libye n'était pas partie de... Mais bien sûr. Oui, c'est ça. Enfin bon, l'Algérie, beaucoup de monde, l'Afrique occidentale, l'Afrique équatoriale, l'Indochine, et aujourd'hui c'est beaucoup plus. Ouais. Et donc ça veut dire que on a une domination territoriale. Je dis pas que c'est bien ou pas bien d'avoir laissé ces territoires vivre leur vie. Évidemment qu'il fallait ne pas être colonisateur. Mais regardez comment l'Angleterre s'est sortie d'à peu près la même configuration. Elle a conservé le Commonwealth. Le chef d'État au Canada, c'est la reine d'Angleterre. En Australie, c'est pareil. Et donc, ils ont réussi à conserver un lien avec leurs anciennes colonies. Nous, quand nous sommes partis, les anciennes colonies ont dû faire une guerre contre la France très forte, au point que pour gagner leur guerre, il leur a fallu, et c'est encore la faute à Pépin le Bref, il leur a fallu s'allier à un dogme totalement opposé au nôtre. Il leur a fallu entrer dans le communisme. Regardez le Vietnam, regardez l'Algérie. Et donc s'ils ne s'alliaient pas à un autre dogme, ils n'arrivaient pas à s'extraire d'une autre. Parce que dans notre société française, on a du mal à se dire les choses en dehors du dogme. Donc notre parcours historique, 3e niveau de complexité, 4e niveau de complexité, c'est non pas d'où on vient, notre mémoire, mais où on va, notre projet. C'est-à-dire, quelle est la place de la France dans le monde, quelle est la place des Pays de la Loire en Europe, à quoi est-ce qu'ils servent, quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'ensemble de l'Europe. Voilà des questions qui se posent pour des territoires. Donc ça veut dire que quand on analyse un territoire, on doit l'analyser dans ce sens-là, partir du plus simple pour aller au plus compliqué, mais quand on veut le transformer, on doit faire l'inverse, évidemment, puisque c'est en construisant un projet qu'on peut réinventer l'avenir, relire le passé, et le relire non pas pour le nier, mais pour s'en servir de façon à le transcender, en l'acceptant tel qu'il est, en utilisant toutes ses forces, et en gérant ses faiblesses. On parle du parcours historique au niveau des Pays de la Loire, c'est terrible. Alors donc c'est là où j'en viens maintenant. Si on fait un tout petit, j'ai pas fait un travail professionnel là-dessus, mais j'avais présenté ça au Conseil régional et au Conseil économique, social, environnemental régional. Donc on avait fait un tout petit travail pour eux. Si on prend le lien à l'espace ici, donc on voit qu'il y a une transition géographique,
ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu un regroupement qui a été conçu, organisé de façon administrative. La Loire, c'est 2 départements sur 5 qui contiennent cette appellation de Loire, alors qu'il y a 2 autres départements en France qui contiennent ce mot. Je crois que c'est plus de 2 d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a marqué 2 là. Il y a plusieurs grandes villes qui sont proches, indiquées tout à l'heure, et donc qui travaillent ensemble. Et la Loire-Atlantique, est-ce qu'elle est en Pays de la Loire ou est-ce qu'elle est en Bretagne? Donc sur la géographie, sur le lien à l'espace, il y a des ambiguïtés ici, mais qui peuvent être une force, la preuve. Sur la langue, pas été bien loin, mais il y a la notion du celtique, d'ailleurs c'est la Bretagne, encore une fois, qui a des racines de son positionnement et en lien social et en performance qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut trouver ailleurs en France. Et la frontière de la langue, c'est le celtique avec la ville de Caire. C'est là où on trouve des appellations Caire, enfin vous savez ça mieux que moi, que l'on voit la différence sur la langue. Le parcours historique, c'est l'extraversion, c'est-à-dire que on a des ducs de Bretagne qui étaient basés à Nantes, ici. On a des territoires qui avaient un droit coutumier très fort, qui était différent d'un territoire à l'autre. L'Anjou, Maine, Perche, Poitou, des droits coutumiers forts. Un empire plantagenet qui est né ici. L'empire britannique, il vient d'ici. La Révolution, ce sont les Chouans, anti-jacobins. Pourquoi ils étaient anti-jacobins, les Chouans? Parce que c'était justement la défense de leurs droits coutumiers qui était très fort. C'était pas une posture républicaine, anti-républicaine, c'était leur droit à eux. Ils avaient une habitude et ils voulaient la conserver. Et on peut rajouter même une chose qui n'est pas là, c'est le fait que j'ai perdu mon fil, mais on l'a dit tout à l'heure. C'est pas grave. Et donc quand on prend ces différents éléments-là, on voit un scénario positif, un scénario négatif possible. Alors le scénario positif, c'est qu'il y a un équilibre des pouvoirs ici, avec un pouvoir central qui est assez faible, et un dynamisme qui est multiterritorial, multisecteur d'activité. Et ça engendre une clé du lien social et de la performance. Et vous voyez, c'est dans cette direction-là qu'il faut chercher la clé. C'est pas dans le fait que le dirigeant est proche du terrain. Ça, c'est un bout. En fait, la clé, c'est la capacité à équilibrer les choses et à faire en sorte que ceux qui décident soient dans l'écoute de ce qui se passe dans la réalité. Et ça veut pas dire je descends moi, chef, sur le terrain. Ça, ce serait Pépin le Bref qui déciderait d'aller écouter les gens. Ça ne résout pas le problème de la sacralité du chef. Ce qu'il faut, c'est être capable de se parler d'égal à égal pour comprendre ensemble ce qui nous arrive, comprendre d'où on vient, comprendre où on va, choisir ensemble en connaissance de cause. Et puis, le scénario négatif ou la difficulté, plutôt, c'est la coopération. C'est être capable d'organiser de l'interrégionalité, le Grand Ouest, avec Bretagne, Poitou-Charentes, Aquitaine. C'est l'interterritoire, entre les différentes composantes du territoire, les Pays de la Loire, et puis l'intra-territoire. Comment est-ce qu'on fait à Nantes pour choisir l'organisation du tramway? Voilà. Et donc ça veut dire qu'il faut être capable de construire un avenir commun et de faire en sorte que les Nantais se projettent dans l'avenir commun. Et donc de ce point de vue, votre travail que vous faites ici sert à ça. Et donc moi je suis très content de venir apporter la pierre, et peut-être l'étape d'après ce serait dire comment on fait pour pas être 50 ou 100, mais pour être 1000, pour être 10 000, pour être 100 000, pour réfléchir avec tout le monde, pour essayer de comprendre avec chacun son vécu, ses propositions, ses idées, faire en sorte que chacun soit entendu et que chacun entende les autres. C'est-à-dire qu'on soit capable de donner la parole sans donner raison. C'est pas parce que je t'écoute et que je veux comprendre pourquoi tu dis ce que tu dis que je suis d'accord avec toi. J'ai besoin de comprendre les raisons qui t'ont amené à tes conclusions, et il faut que tu comprennes les raisons des autres aussi, et qu'on comprenne tous mieux. Et si on comprend tous mieux chacun d'entre nous, alors on sera plus précis dans nos diagnostics, et plus précis dans nos choix, et plus efficace, plus performant, et dans un meilleur lien social, parce que chacun se saura entendu. Alors, juste en conclusion, quelle heure est-il? J'ai peut-être beaucoup parlé. Non,
Encore, vous pouvez parler encore quelques minutes et puis après on débattra. Alors sur la conclusion à laquelle je voulais arriver, c'est dire que la clé de la corrélation lien social-performance, c'est-à-dire la réponse à la question qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux, c'est l'un qui fait l'autre, qui fait l'un, qui fait l'autre, qui fait l'un, qui fait l'autre. On peut pas avoir l'un sans l'autre durablement, vous pouvez pas dire, je suis fermier, maintenant je vais faire que des poules, je veux plus faire d'œufs. Pas possible. Ou je veux faire, non, moi je veux faire l'inverse, je vais faire des œufs et je vais pas faire de poules. Ça marche pas. Donc si on veut faire de la performance, il faut aussi faire du lien social. Si on veut faire du lien social, il faut aussi faire de la performance. La clé des deux, c'est la capacité à mutualiser l'information, à intégrer la diversité des acteurs, des idées, des faits dans le collectif. Si on exclut une partie des acteurs, on prend le risque non seulement qu'ils ne soient pas d'accord avec les conclusions, mais qu'ils s'opposent aux conclusions, et en plus que peut-être on exclut leurs bonnes idées, et si c'est eux qui ont les meilleures idées, eh ben on les a pas, et on prend des décisions moins bonnes que celles qu'on aurait prises si on les avait inclus. Donc ça, c'est la mutualisation de l'information. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes, depuis l'ère industrielle, dans un débat politique et un débat social qui est le suivant. C'est-à-dire, avant de faire, de construire des chemises, alors qu'avant l'ère industrielle, j'allais voir comment s'appelait les gens qui font des chemises? Les tailleurs, j'allais voir mon tailleur, et il me faisait ma chemise. Et ben depuis l'ère industrielle, je vais plus voir mon tailleur, je vais voir l'usine, et avant de construire l'usine, avant de construire la première chemise, d'abord, on bâtit l'usine, on achète des machines, on recrute des gens, on les forme, et quand on a fait tout ça, c'est très consommateur de capital, alors on a des acteurs qui nous disent, j'ai besoin maintenant de performance. Ton lien social, c'est de la gnognotte. Si on rembourse pas l'usine, si le capital n'est pas correctement amorti, il n'y a plus de projet, il n'y aura plus de chemise. Donc on a des acteurs qui ont une grille de lecture de la société, qui consiste à dire, je veux des performances, le lien social, c'est après. Et on a de l'autre côté des gens qui nous disent l'inverse, qui nous disent, et Marx est arrivé après la machine à vapeur, c'est James Watt, encore une fois d'ailleurs, c'est un Français qui a inventé, et c'est un Anglais qui a mis en œuvre, c'est Denis Papin qui a inventé, et c'est Watt qui a mis en œuvre, déposé les brevets et installé les premiers systèmes. Et Marx est arrivé au milieu du 19e siècle pour dire non, mais vos histoires de performance, ça va bien, mais maintenant les gens qui travaillent, il faudrait les respecter un peu plus. Et donc, il y a toute une théorie qui s'est déployée sur l'opposition capital-travail, sur l'opposition lien social, performance, à la fois dans le champ politique, c'est gauche-droite, socialisme, libéralisme, et dans le champ intellectuel, capital-travail, dans le champ social. Et ce que l'on voit avec ce travail-là, c'est que cette rupture, ces deux grilles de lecture, il faut plus les opposer. C'est pas pertinent d'opposer ces deux grilles de lecture, parce qu'en fait, on voit qu'on arrive soit à créer les deux, lien social et performance, soit à créer aucun des deux, ni lien social, ni performance. Et donc la clé, qu'est-ce que c'est? La clé, ça consiste à être capable à installer un nouvel étage dans les mécanismes de gouvernance, non pas à créer une sixième république, mais à venir ajouter dans tous les systèmes organisationnels, que ce soit les entreprises, que ce soit les syndicats, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit l'État, installer des mécanismes qui vont nous permettre d'aller chercher un peu plus les informations, montrer à tout le monde qu'on les a bien intégrées, qu'on a intégré toutes ces informations dans un raisonnement collectif qui est le raisonnement non pas du chef, mais le raisonnement partagé par le collectif. Et si on a le même raisonnement, si on a un raisonnement de qualité identique et de qualité supérieure, alors on arrive à mieux comprendre nos problèmes. Si on arrive à mieux comprendre nos problèmes et à mieux comprendre ce que sont les choix qui s'offrent à nous, alors on a des chances de mieux décider. Et si on ne fait pas ça, on a une alternative qui consiste à dire non, mais attends, tout ça, c'est de la foutaise, c'est trop compliqué d'organiser la mutualisation de l'information. Les gens ne regardent que Star Academy, ils regardent le rugby et le football, et Johnny Hallyday. Regardez d'ailleurs les scores à la télé, c'est Colombo qui l'emporte sur les débats politiques,
Et quand vous êtes le patron d'une chaîne de télévision, même publique, systématiquement, vous savez qu'à chaque fois que vous avez fait des expériences pour construire des émissions de qualité aux heures de grande écoute, qu'est-ce qui se passe? L'audimat chute. Les gens ne regardent pas, ils veulent pas ça. Alors vous vous dites, ben non, si je veux organiser ça, je peux pas, parce que je suis en face de citoyens qui n'en veulent pas, qui participent pas. Et alors là, attention, là il y a un problème, c'est celui-ci, c'est de dire, eh bien c'est pas grave, on va décider à leur place s'ils participent pas. Et si on décide à leur place, alors progressivement, on va concentrer plus de pouvoir en moins de mains, et on va avoir des gens qui vont avoir la capacité de décider, et on va attendre du chef qui décide à la place des autres. Et c'est notre risque français, dans notre ethos historique multiséculaire, on attend toujours du chef qui décide. Mais ça, c'est aller dans le mur, dans une société qui se mondialise, dans laquelle on a de plus en plus d'acteurs privés qui dominent, c'est-à-dire sur les 100 plus grandes organisations dans le monde, il y en a plus de 50 qui ne sont pas des États, qui sont des organisations complètement privées, qui ont plus de moyens que les États. Et même les fondations, vous avez la fondation Bill Gates à elle seule, elle a plus de moyens pour la politique de santé en Afrique que l'OMS, que l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a des acteurs privés qui l'emportent. Alors on peut dire, si nous, Français, on veut un autre système avec un État fort qui décide tout seul, ben, il va se retrouver tout seul, l'État, et nous, on va se retrouver tout seul en short avec lui. Et donc la solution, c'est d'inventer des systèmes qui vont nous permettre de donner la parole aux personnes sans leur donner raison, faire en sorte qu'on réfléchisse ensemble pour inventer ensemble notre avenir commun. C'est ce que vous faites dans un lieu comme celui-ci. Donc bravo. Je vais peut-être en arrêter là, j'ai beaucoup de choses à vous dire encore, mais le temps imparti est peut-être dépassé. Merci. Alors les questions, oui. Yves, Robin. Oui, donc on a beaucoup parlé performance et lien social, mais aujourd'hui justement la culture de la performance est quelque part l'ennemi de lien social. C'est ce que j'observe dans les entreprises aujourd'hui. Alors comment vous positionnez devant cette problématique? Alors moi je ne sais pas comment vous observez, moi je vais vous dire ce que j'observe et je passe mon temps à observer. Et donc vous avez plusieurs types d'entreprises. Il ne faut pas dire c'est ça qui domine dans l'entreprise ou ça qui est à l'échec dans l'entreprise. Vous avez des entreprises qui sont parmi les plus performantes, qui sont en train et qui sont celles qui sont là dans le système, dans la position où se trouve l'Île-de-France aujourd'hui, où se trouve le Luxembourg, et qui prennent conscience du fait que même si elles dominent tout leur marché, qu'elles rachètent tous leurs concurrents, qu'à ne faire que ça en détruisant leurs liens en interne, elles ne vont pas survivre longtemps. Par exemple, un exemple, demain, je rentre ce soir à Paris, demain je prends l'avion pour Londres, je suis avec les dirigeants européens d'une entreprise dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Oracle. Oracle, qui est une entreprise qui a racheté encore hier une nouvelle entreprise, on rachète une par mois depuis 5 ans. Donc ils sont très très performants, ils gagnent énormément d'argent, ils gagnent presque 10 milliards de dollars par an, hein. C'est énorme. Eh bien ces gens-là, ils nous donnent beaucoup d'argent à nous, pour qu'on fasse travailler beaucoup de gens, pour faire en interne ce que je suis en train de vous dire. Donc il y a des gens qui prennent conscience de ça. Maintenant, vous avez, bien sûr, un vrai débat, et que nous vivons en permanence, avec des gens qui sont là, et qu'il faut tirer par là, parce qu'ils sont, eux, en présence d'autres acteurs, au sein de leur comité de direction, au sein de leur comité d'entreprise, au sein de leur CHSCT, au sein de leurs équipes de commerciaux, de producteurs. Il y a des gens qui disent, non, ça j'en veux pas, c'est ça que je veux, parce que je veux décider tout seul, je veux une délégation de pouvoir, je veux un budget, et toi, je me fiche de ce que tu penses. Et il y en a à tous les étages, quelles que soient les fonctions, quels que soient les niveaux hiérarchiques, quels que soient les niveaux économiques. Vous avez une nouvelle fracture qui se fait jour dans la société, avec des gens qui veulent construire ça, et d'autres qui veulent construire ça. Et maintenant, si vous regardez ce qui est à l'œuvre dans la société française en ce moment, regardez bien l'évolution du système de sécurité sociale. Et c'est pas l'entreprise. Je prends cet exemple-là pour vous dire que oui, vous avez raison, dans certaines entreprises, il y a ça, mais non, vous n'avez pas raison, parce que c'est pas propre aux entreprises, c'est propre à l'ensemble de la société qui est travaillée par tous ces courants-là. Regardez, donc la sécurité sociale, créée en 46. Donc elle a 65 ans. Quand elle est créée de façon paritaire, département par département, 4 organismes départementaux qui sont des associations, toutes gérées paritairement, c'est-à-dire patronat, syndicat, équilibre. Le conseil d'administration de l'association locale, départementale, décide de son projet, désigne un directeur,
et gère avec son directeur son projet. Et puis progressivement, réforme après réforme, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, Pépin Le Bref est à l'œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une concentration des pouvoirs dans les mains de l'État, à chaque réforme un peu plus, ce qui fait qu'à la dernière réforme, qu'est-ce qui s'est passé très précisément? Il n'y a plus depuis la dernière réforme dans les organismes de sécurité sociale de conseil d'administration. Maintenant, le directeur, il est désigné par l'État. L'État désigne le directeur il a à côté de lui un conseil qui est paritaire, mais qui n'est plus un conseil d'administration du tout. Plus de responsabilité juridique. Le directeur désigné par l'État, il décide d'informer ou de consulter, encore moins souvent, son conseil, s'il a envie, s'il le souhaite, et pas du tout contraint de le faire. Les acteurs du paritarisme, patronat et syndicats, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas gauche ou droite, c'est pas capital ou travail, là, c'est bien un mécanisme de gouvernance, une posture intellectuelle qui est en train de l'emporter d'une certaine façon au sommet de l'État dans l'ensemble de notre société. C'est ça qui se fait jour. Dans les organismes de sécurité sociale, par exemple, vous prenez l'UNEDIC avec Pôle emploi, c'est exactement pareil. Vous aviez des ACDIC avec des conseils d'administration. Les conseils n'existent plus, les conseils d'administration n'existent plus, c'est même plus des conseils, ça a été fusionné avec Pôle emploi. Et maintenant, le conseil de l'UNEDIC, le conseil d'administration de l'UNEDIC, il a plus que 250 salariés à gérer, alors qu'avant, il y en avait 14 500. Jacques, avant... C'est tout à fait, effectivement, on ne peut qu'applaudir des deux mains. Mais est-ce que c'est pas, ce que vous dites, est-ce que c'est pas un vieux pieu? Quelle preuve on a véritablement? Est-ce qu'il y a eu des études dans les entreprises performantes en France que finalement, s'il n'y a pas de lien social, l'entreprise ne sera pas performante ou ne sera plus performante? Parce qu'on connaît tous, j'en connais des entreprises qui, bon, lorsqu'on voit les entreprises, c'est pas brillant. Alors, quand vous êtes dans une situation... Pour autant, il y en a un certain paquet nombreux qui fonctionnent. Quand vous êtes dans une situation de monopole, quand vos salariés n'ont pas la possibilité d'aller trouver un emploi ailleurs, parce que le marché de l'emploi n'est pas porteur, parce que leurs compétences sont spécifiques à cette entreprise-là, ils ne peuvent pas aller les vendre ailleurs. Eh bien alors, lien social ou pas, les gens restent. Mais, quand vos salariés ont la possibilité d'aller voir ailleurs, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas un bon lien social? Eh ben, ils vont voir ailleurs. Et si ceux qui vont voir ailleurs sont les meilleurs, qu'est-ce qui vous arrive? Ils partent avec vos idées, ils partent avec vos clients, avec vos marchés, avec votre argent, donc. Et vous vous effondrez. Des exemples comme ça, on en connaît tous. Alors, Paul Champ, je crois. Oui, a-t-on une idée de ce que donnerait une telle analyse aux États-Unis ou en Chine? Alors, on est en train de la préparer pour le prochain rapport. Donc, je peux vous dire ce qu'on va mettre dans les États-Unis. La Chine, je sais pas. Je vois l'ambassadeur la semaine prochaine, l'ambassadeur de Chine, pour lui montrer sa position. On verra ce qu'il nous racontera. Je connais pas bien la Chine. Je pourrais me risquer à dire des choses, mais je vais pas le faire. Par contre, les États-Unis, je connais. Sur les États-Unis, on a fait un travail d'analyse. Et les États-Unis, d'ailleurs, si on devait regarder ce positionnement général, vous diriez que les États-Unis sont classés où? Je vais comme ça, tac, 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 voilà. Les États-Unis, intuitivement, vous les mettriez où? Est-ce que quelqu'un veut dire où ils devraient être? En haut, à gauche, là? Où ça? Un peu au milieu à droite. Par là? Ouais, ils sont là. Si, ils sont là. Ils sont là. Et d'ailleurs, quand on a présenté au mois de juillet, en avant-première à la Banque mondiale, le classement, ils ont dit tout de suite, oh là là, vous pouvez pas dire ça. La Banque mondiale, pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas mondiale, elle est basée à Washington, tous les économistes, tous les fonctionnaires sont américains, et donc si vous commencez à dire aux Américains qui sont mal placés, c'est fini, la Banque mondiale, vous êtes persona non grata, vous les voyez plus jamais. Donc si vous voulez pouvoir publier les choses en n'étant pas en opposition avec ce genre d'acteurs, vous êtes obligé d'analyser un minimum. Alors moi, j'ai passé 4 ans aux États-Unis, mais j'ai passé il y a longtemps, et donc je suis retourné pour faire une étude plus spécifique. Alors aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Aux États-Unis, vous avez une conjonction de phénomènes qui font que les États-Unis que nous connaissons sont un épiphénomène dans l'histoire du monde. C'est pas durable. Pourquoi? Au moment où on découvre les États-Unis, et où même les États-Unis s'inventent, 1776, indépendance,
James Watt, 1782. James Watt, la machine à vapeur. Quand il s'invente en 1776, il y a déjà des colons, bien sûr, mais il n'y a que 13 colonies, c'est les colonies qui sont sur la côte atlantique. C'est-à-dire que 90% du territoire nord-américain n'est pas découvert. Donc on peut faire ce qu'on veut sur ce territoire. Il y a des Indiens, mais les Indiens, ils ont eu un problème dans leur lien à l'espace, c'est qu'eux, ils ne sont pas installés. Donc ils n'ont pas urbanisé. Ils n'ont pas dit je construis une route là, puis un pont pour traverser la rivière ici, et puis ce territoire, il appartient à la tribu des machins, et celui-là à la tribu des bibes. Ils n'ont pas dit ça. Donc la page de l'urbanisation de ce territoire nord-américain est encore totalement blanche en 1776. Et donc ils peuvent arriver à coloniser en étant indépendants pour la première fois, au moment où en plus ils bénéficient de la machine à vapeur, c'est-à-dire d'un outil d'industrialisation complètement révolutionnaire dans l'histoire du monde. Et vous avez là donc une conjonction à la fois d'une page complètement blanche, vous pouvez inventer ce que vous voulez, vous faites la place du centre-ville où vous voulez, le chemin de fer où vous voulez, vous n'avez aucune contrainte, et vous pouvez le faire avec des moyens qui sont bien plus performants que ce qui existait avant. Et maintenant, regardez une chose. La grande phase de l'immigration américaine, nord-américaine, on dit communément que c'est le début du XXe siècle, avant la guerre de 14. C'est là où, on a tous appris ça à l'école, la plus grande immigration, c'est à ce moment-là. Eh bien, dans la première décennie du XXIe siècle, 2000-2010, il y a plus d'immigrants aux États-Unis que dans la période 1900-1910. Et quelle est la différence? Les gens qui allaient aux États-Unis jusqu'au début du XXe siècle, c'était des gens qui étaient principalement des protestants. Protestant, c'est celui qui a un rapport direct avec Dieu. C'est quelqu'un qui s'appelle Max Weber qui a dit ça. Direct avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous faites une bêtise, vous savez que Dieu vous a vu. Et vous devez vous arranger avec lui. Catholique, c'est pas ça. Catholique, vous faites une bêtise, vous allez à l'église, vous avez un intermédiaire qui vous dit mon fils, tu fais ceci, tu fais cela, c'est pas grave. Après, vous pouvez faire la même bêtise, vous retournez voir le prêtre. Et il vous redit la même chose, vous faites quelques Ave Maria en plus, il vous dit c'est pas bien, mais il y a un intermédiaire. Dieu n'a pas forcément vu. Les protestants, ils font la bêtise, ils sont chopés tout de suite par Dieu, dans leur tête. Et donc ça veut dire que ces protestants, ils arrivaient en étant persécutés par l'Europe. Ils voulaient inventer un monde nouveau. Ils avaient une page blanche et ils avaient un moyen technique nouveau pour le faire. Maintenant, vous avez des immigrants qui sont les latinos, principalement, ils ne sont pas protestants, qui viennent non plus pour inventer un monde meilleur, mais qui viennent pour profiter du monde meilleur. Ils viennent là pour prendre l'argent, en tout cas pour s'enrichir du fait que déjà il y a de l'argent là, et non pas apporter leur pierre. Ils se demandent pas à quoi ils servent pour leur pays, ils se demandent comment ils vont utiliser ce pays-là. Et donc ça vient transformer radicalement le lien, et donc on peut plus gérer les États-Unis aujourd'hui, et de la même façon qu'avant. Ce qui se passe, c'est que la cohésion sociale en interne dans ce territoire est en train de s'effriter. Alors il y a plein de territoires américains, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Vous allez dans le Kentucky, c'est pas la même chose qu'au Texas, et c'est pas la même chose qu'en Floride, et c'est pas la même chose qu'en Californie ou à New York. Mais globalement, ce lien social s'effrite. Et pour terminer ma réponse, je vais vous raconter une anecdote, mais qui transcrit tout. J'en ai vu 100 comme ça. Vous allez au Metropolitan, c'est le grand musée de New York. Et vous arrivez devant ce Metropolitan le matin, et là, vous voyez une queue gigantesque. Alors, vous remontez la queue. Vous arrivez au bout de l'immeuble. Et là, vous voyez l'autre côté de l'immeuble. Et vous voyez que la queue, elle continue. Ah, vous remontez. Alors là, ça fait déjà presque 10 minutes que vous marchez. C'est un très grand immeuble. Et quand vous avez remonté le deuxième côté, vous voyez que derrière l'immeuble, ça continue encore et ça va dans Central Park. Vous dites, attends, c'est pas possible, on peut pas attendre. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je remonte la queue en bon français et je me colle au premier rang et je dis, j'ai rendez-vous avec quelqu'un à l'intérieur qui est déjà rentré et ils m'ont laissé passer. Alors le garde, il m'a pas laissé passer, c'est les gens qui faisaient la queue qui m'ont laissé passer. Le garde, il a tourné la tête, il a pas vu. Mais donc une queue gigantesque, comme j'ai jamais vu dans aucun musée du monde, jamais j'ai vu ça. Et quand je rentre, à l'intérieur du musée, il y a personne. J'ai jamais vu un musée avec si peu de personnes à l'intérieur.
Et quand vous demandez aux gardes ce qui se passe, ils vous disent non, c'est la sécurité. On peut pas laisser rentrer les gens. On filtre. Et donc il faut une petite quantité de personnes à l'intérieur. Et il n'y en a pas un qui se rebelle. Il n'y en a pas un qui dit mais excusez-moi, je vois pas ce qui pourrait se passer dans ce musée si on était un peu plus nombreux à l'intérieur. Pas un. On est dans une culture de la peur. Voilà. Et donc ça c'est une forme de lien social. La culture de la peur, Montesquieu, et c'est la fin de mon propos, Montesquieu, il explique quoi? Que c'est lié à un système politique d'un genre très particulier. Merde. Je sais pas faire comme ça, voilà, je vais faire comme ça. Merde. Ouais, allez, voilà. Non, non. Ah bah, au moment où ça allait arriver, j'ai fait échappe, voilà. La culture de la peur, c'est celle-là. Bon, ah, désolé. Vous l'avez vu? Je sais pas revenir en arrière. Bon, la culture de la peur, c'est lié à un système politique à caractère despotique. Le despote, il fait fonctionner son lien à autrui sur la base de la peur. Voilà. Et quand on est dans... C'est le respect de la règle, pas la peur, pas sûr. C'est le respect de la règle. Oui, mais quand vous êtes dans un respect de la règle consenti parce que vous comprenez la règle, vous l'avez choisie et vous l'acceptez, en pleine connaissance de cause, c'est pas la même chose que si vous subissez la règle et à aucun moment vous n'osez intervenir pour sa remise en question. Je pense à la limitation de vitesse sur les autoroutes américaines. Autre bon exemple. La quasi-totalité. Merci. Voilà. J'ai rarement vu, très rarement vu, des véhicules dépassant les 70 km/h. En quelle année vous étiez? L'an dernier, ou il y a 2 ans. Et maintenant vous ne voyez pas? Je ne connais pas. C'était dans l'Ouest américain, dans l'Idaho. L'Idaho, là c'est sûr que vous avez le chef du coin qui vous attrape. Mais maintenant vous allez à Los Angeles. À Los Angeles, moi j'ai passé 4 ans, il y a 25 ans à Los Angeles. Mais vous dépassiez de 2 miles, vous faisiez arrêter, c'était sûr. Personne ne dépassait d'ailleurs, vous ne pouviez pas parce que tout le monde était exactement à la même vitesse, on était tanké, et si vous n'y avez pas la place pour changer de ligne. C'était pas possible de doubler. Mais maintenant, tout le monde vous double. Ils dépassent tous. Allez à Los Angeles. Tout le monde restait dans la règle. Eh ben, c'est plus vrai. Quelqu'un a des expériences récentes ou pas? Non, moi je vais juste poser une question, enfin ou plutôt une intervention. J'ai été très intéressé par votre intervention, mais un petit peu quand même surpris parce que par rapport au titre qui était indiqué, l'État social, on en est tous. Je pensais pas qu'on allait parler aujourd'hui de ce qu'on a parlé. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus axé sur le social lui-même. C'est pas un reproche du tout, c'est un constat. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on est tout de suite venu à parler de la dualité entre performance et lien social. Et que je me demande si le bon titre n'aurait pas été l'état socio-économique, par exemple, de telle ou telle région, tel ou tel pays. On a vu aujourd'hui, par exemple, que la Grèce était classée là où elle était au niveau du lien social, enfin de l'état social. Malheureusement, sur l'état économique, elle est sans doute pas loin d'où elle est sur l'état social. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que partant de cette dualité importante entre le social et l'économique, qui est une grande partie de la performance, il sera très intéressant sans doute dans votre étude à venir, qui est en cours, de parler de pays qui serait intéressant de classer et de comparer le social et l'économique. Alors je cite pêle-mêle la Chine, l'Inde, la Russie et d'autres, mais tous ces pays-là par exemple, et de voir où ils en sont au niveau du lien social et de la performance actuelle et à venir. Donc en gros, il ne faut pas mieux appeler ces choses-là l'état socio-économique de tel ou tel pays ou telle. Alors vous mettez le doigt sur un vrai sujet pour nous. C'est un mauvais titre. Voilà, le titre ne reflète pas le contenu de ce qu'on raconte et de ce qui est dans l'ouvrage. C'est-à-dire quand on dit état social de la France, on parle ni seulement du social, ni seulement de la France. En fait, au départ, on avait l'intention de comprendre la société française et son mode de fonctionnement, et en fait, pour la comprendre, on a besoin de faire ces corrélations, lien social et performance, et c'est pas ce qu'on faisait au départ, dans les premiers opus, et c'est ce vers quoi nous avons tendu, en livrant toutes nos analyses à plein de publics divers et variés, en approfondissant, on en arrive à ça. Et que l'état social, ça suppose de comprendre, et l'état social d'une société, ça suppose de comprendre ses mécanismes de gouvernance. Qu'est-ce qui fait que les gens se parlent, ne se parlent pas? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui tire une sonnette d'alarme,
on l'entend ou on l'entend pas. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a une bonne idée, on l'entend ou on l'entend pas? Eh bien ça, pour le comprendre, il faut regarder et la performance et la relation entre les personnes, et la clé de tout ça, c'est vraiment dans les mécanismes de gouvernance. Mais, juste encore une phrase, même pour notre prochain rapport, on ne sait pas comment on doit l'appeler. Et on le publie au journal officiel, et on a fait des réunions de créativité avec eux, on n'a pas trouvé. On ne sait pas. Donc on sait pour l'instant qu'on ne sait pas. On est embêté avec ça. Donc si vous avez une idée, nous sommes preneurs. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y a un mot qui n'est pas apparu dans vos propos, c'est ce qu'on pourrait appeler le corporatisme de certaines pratiques qui sont pas très favorables au lien social. Enfin, j'ai l'impression. Alors effectivement, le corporatisme, c'est un type de lien social. C'est pas que c'est favorable ou pas dans l'absolu, c'est un type. C'est-à-dire que on peut être, pour faire simple, dans un lien. Qu'est-ce que c'est que finalement le lien social? Ça suppose d'avoir, pour le comprendre, une échelle de la complexité. C'est-à-dire que je peux dire, le lien social, c'est moi et mes enfants. Voilà. Le reste, je m'en fous. Premier niveau de lien social. Et vous avez des gens, et vous en connaissez, qui vous ont dit, le plus important, déjà, si chacun s'occupait bien de sa famille, ce serait bien. C'est un premier niveau. Après, il y a un niveau un peu plus sophistiqué qui consiste à dire, il n'y a pas que moi et mes enfants, il y a des gens dont je me préoccupe. Alors, est-ce que c'est les gens de mon territoire? Est-ce que c'est les gens de mon club de foot? Est-ce que c'est les gens qui ont le même métier que moi? Est-ce que c'est les gens qui sont dans la même entreprise que moi? Donc ça, c'est un peu plus compliqué. J'élargis le cercle. Et mes voisins, bon. Et puis, il y a un troisième niveau, encore plus compliqué, qui est de dire, oui, mais c'est pas les gens qui sont comme moi, ou qui me sont proches. Il y a ceux aussi que je vois pas, qui sont pas comme moi, qui doivent être inclus. Parce que si les gens qui sont comme moi, on s'oppose aux autres, on va finir dans une culture de guerre et dans une pratique de guerre. Et donc, si je veux entrer dans un lien social d'une qualité encore supérieure et qui va me permettre de vivre en paix plus longtemps et de vivre mieux et de réussir mieux plus longtemps, alors je dois intégrer plus de personnes dans mes préoccupations. Et donc, je dois faire attention aux gens qui sont éloignés de moi, différents de moi, parce que ces gens-là, ils ont aussi le droit d'exister par le seul fait qu'ils existent. Et donc, je dois travailler à leur intégration dans mes préoccupations. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'évidemment, quand vous entrez dans cette préoccupation des gens qui sont plus éloignés, ben, vous les connaissez pas. Ils sont très différents les uns des autres. Et ils vont vous dire tout et son contraire. Et donc, vous allez être obligé d'entrer dans une sophistication du raisonnement, un approfondissement de la compréhension. Et ça suppose d'avoir cette échelle de la complexité en tête et ensuite d'avoir une méthode de gouvernance, on en revient toujours à ça, une méthode de gouvernance pour être capable d'intégrer la diversité dans la réflexion. Et attention, intégrer la diversité, c'est pas je donne à chacun la place qu'il veut. C'est je donne à chacun la place qu'ensemble on décide qu'il faut lui donner. C'est pas tu veux venir me prendre mon territoire, je te le donne. Tu veux rentrer dans mon appartement quand j'y suis pas et le squatter, t'as le droit. C'est pas ça. Intégrer les personnes, c'est trouver à chacun la place qu'il ou elle mérite. Et c'est très compliqué. Et l'histoire des civilisations, c'est une histoire de succès. Quand on est dans le succès, on attire plus de personnes. Quand on attire plus de personnes, on a moins de place à donner aux gens qui viennent. Et quand on a moins de place à donner, eh ben, on réduit les contre-pouvoirs parce que les gens qui viennent, ils ont des idées, ils ont de l'énergie, ils ont de la ruse, et s'ils peuvent pas les mettre à profit pour le système, eh ben, ils la mettent en œuvre contre le système. Parce que quand vous êtes tchadien, vous naissez au Tchad, dans une famille pauvre, évidemment, et donc, vous traversez le désert, montez le Sahara, vous arrivez en Libye, vous attrapez et l'armée de Kadhafi, vous arrivez à traverser la Libye, vous arrivez à la plage, vous trouvez un bateau, vous traversez la Méditerranée dans des conditions terribles. Vous arrivez en Europe, trouver la solution pour le RMI, c'est le plus simple. Hein. Si pour exister, j'ai besoin de tricher avec le système, là, ces gars-là, c'est les plus courageux, les plus astucieux, les plus énergiques. Et donc le problème qu'on a, c'est comment on fait pour que ces énergies et ces propositions, ces idées-là, elles soient mises en œuvre pour le collectif, et non pas
contre le collectif parce qu'on ne sait pas leur donner de place. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et le lien social, c'est une histoire de complexité. Alors je peux dire après, non, moi je simplifie. Regardez comment je peux simplifier. Hein. Si je me présente au présidentiel comme c'est d'actualité, enfin pas pour moi, hein, mais si certains le font, ils disent, moi je dis, je défends les riches ou je défends les pauvres. Alors je regarde qui sont les plus nombreux pour être sûr de gagner. Hein, et puis je dis, s'il y a plus de boulangers, je vais dire vive les boulangers. Et puis après je vais aller au congrès des pharmaciens, je vais dire vive les pharmaciens, etc. Mais ça, c'est pas être capable de construire une politique de santé, une politique de retraite. C'est pas être capable de faire quoi que ce soit. Vous prenez les retraites. Regardez bien notre problème en France sur les retraites. Vous avez toute la classe politique et la classe sociale a dit, là ça y est, 2011, on a fait une réforme des retraites. Vous l'avez entendu. Et donc nous, on a une vingtaine de groupes de travail en ce moment sur plein de sujets de société. Il y en a un sur les retraites. Sur les retraites, on a auditionné. D'abord, on a des gens qui font partie du Conseil d'orientation des retraites. Il y a des gens qui ont présidé la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAM, assurance maladie, bon, des très grands acteurs, sociaux, patronat, entreprises, politiques, ils sont là, dans le groupe, et puis on auditionne plein d'autres. Et alors on les auditionne, et on comprend quoi? On comprend que la réforme, tout le monde dit que c'est une non-réforme. Pourquoi? Quand vous avez la CNAV qui vous dit, et les acteurs sociaux qui vous disent, ça y est, on a construit la réforme. Alors c'est quoi la réforme? Ils disent, 2018, c'est bon, on arrêtera de creuser le déficit. D'ici là, on va continuer, et puis progressivement, 2018, ça y est, on arrêtera de creuser. Alors vous dites, mais dis donc, comment ça marche, la boule de cristal, là? 2018, faire des projections sur 7 ans, c'est pas facile. Alors comment vous avez fait? Ah oui, c'est très simple, on a pris des hypothèses. Ah bon, alors vous avez pris quoi comme hypothèse? Taux de chômage, on a pris 6,5%. Ils ont pris 6,5%, hein. Taux de croissance, on a pris 2,5%. Non mais vous riez, mais vous avez entendu à la télé que les gens vous disent on a fait la réforme des retraites. Et donc vous dites juste à Vincent Poubelle, c'est le directeur des statistiques de la CNAV, vous lui dites, dis donc Vincent, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais juste prendre les hypothèses avec ce qui s'est passé depuis 30 ans. Donc tu prends chômage 9,5, tu prends croissance 1,5 ou 1,5. Alors, tu peux nous dire ce qui se passera en 2018. Ah, il dit 2018, à ce moment-là, on perd 5 milliards sur l'année 2018. Et d'ici là, on aura perdu 100 milliards de plus que ce qui est prévu. Mais alors, pourquoi on ne fait pas ce diagnostic-là? Pourquoi on ne dit pas ça? Voilà la société française. Voilà ce qui nous manque. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez ici. C'est inventer un système dans lequel vous allez pouvoir vous dire les choses sans vous agresser. Il ne s'agit pas de dire, c'est des méchants qui disent qu'il faut réformer la retraite. C'est pas des méchants. Il faut regarder les faits, il faut regarder les chiffres. Et il faut être capable de diagnostiquer. Et quand on aura diagnostiqué, qu'on saura exactement ce qu'est la situation, alors on pourra réfléchir aux options. Mais d'abord le diagnostic. On fait pas ça. C'est ce que vous devez faire, c'est ce qu'on doit tous faire, c'est être capable d'organiser la réflexion qui produit des diagnostics approfondis et partagés et des projets ambitieux et pertinents qui adressent les diagnostics tels qu'on les a compris. Si on fait pas ça, on va tous dans le mur. Et là, regardez autre exemple, mais je sais pas quelle heure il est. Encore une question. Bon, donc juste un truc sur le fait qu'on n'arrive pas à diagnostiquer. Je vous parlais des Tchadiens. Donc on a un groupe sur le co-développement qui est présidé par quelqu'un qui a été un ministre de la coopération qui s'appelle Jacques Godefrin. Vous vous souvenez peut-être de lui. Il a construit le viaduc de Millau. Et dans ce groupe, un jour arrive quelqu'un qui est président de la Fédération des associations de Maliens en France. Excusez-moi, une fédération d'associations de Maliens. Mais il y a combien d'associations de Maliens en France? Il dit, il y a 300 associations. J'ai dit, mais 300 associations de Maliens. On ne parle pas des Gabonais, des Ivoiriens, et Maliens. Et j'ai dit, mais 300 associations, mais il y a combien de Maliens en France? Et il explose de rire. Et il dit, officiellement ou quoi? Il dit, officiellement, 150 000. Mais en réalité, il y a 600 000. Alors après, vous pouvez dire, vous allez les mettre dans les avions. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il va falloir inventer autre chose.
Et sur tous les sujets, il va falloir faire preuve de réalisme, de bon sens, de courage et de créativité. Et c'est ça qu'il faut inventer, c'est ce mécanisme qui va produire ça. Je voulais juste continuer sur les Maliens. Dans ce que vous avez présenté... C'est très sympa. Hein, ouais. Ah oui, non, j'ai rien contre les Maliens. Vous avez présenté les choses par État, par région, etc. Mais justement, quand vous parlez de se projeter dans l'avenir, toutes ces questions d'identité, de mélange de population, etc., on va assister à quelque chose qui va remettre en cause quand même tout ça. Ah oui. Si vous faites cette même étude dans 30 ans, on va se retrouver avec des positionnements extrêmement différents parce que, et justement, se dire les choses, construire des systèmes où il faut se dire les choses, ça va pas forcément être quelque chose de plus facile. Eh oui. C'est de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus nombreux. Ça, c'est sûr que plus on est nombreux, plus c'est dur. Quand on est déjà avec sa femme ou son mari, à deux, on n'arrive pas toujours à résoudre les crises. Hein. Et donc après, quand on élargit la famille avec les enfants, on voit que quand ça grandit, c'est pas toujours... Et quand on est nombreux, c'est plus compliqué. Voilà. C'est plus porteur que quand on est dans l'autre sens. Oui, mais c'est plus compliqué, il a raison. C'est plus compliqué, ça c'est sûr. Premièrement, c'est plus compliqué parce qu'on est plus nombreux. Deuxièmement, c'est plus compliqué parce que dans tous les domaines, mais vous avez raison de dire que c'est porteur aussi, plus d'opportunités. Parce qu'avant, vous naissiez dans votre village, vous viviez toute votre vie dans le village, c'est fichu. Si on avait catalogué vos arrière-grands-parents comme des cons, c'est fini. Vous n'aviez aucune chance, vous étiez un con. Voilà. Au moins, maintenant, on peut s'extraire de ça. Hein mais, autre élément de complexité, c'est la technicisation. Dans tous les domaines, il y a une montée des techniques. C'est très bien. Hein, si vous prenez la médecine, on a découvert la microchirurgie il y a même pas 100 ans. La biologie, il y a 150 ans. Mais maintenant, vous avez des disciplines qui sont doctorantes, c'est-à-dire qui produisent des docteurs dans la discipline. Vous en avez plus de 500 à l'université. Quand vous êtes docteur d'un domaine, vous n'êtes pas docteur du domaine d'à côté. Donc, comment vous faites pour échanger? Vous avez fait 10 ans d'études, le gars d'à côté, il a fait 10 ans sur un autre sujet. Comment on fait pour croiser? Pour prendre le temps de lui expliquer ce qu'on a compris et prendre le temps de comprendre ce que lui, il a compris. C'est très très compliqué, et de plus en plus. Donc la technicisation, c'est un autre phénomène qui rend les choses encore plus difficiles. Et donc finalement, il y a un grand paradoxe dans tout ça, il y a une solution. La solution, c'est que si vous voulez construire du lien, il faut pas vouloir rentrer dans la complexité pour tout comprendre dans le détail. Que ce soit les retraites, ou le Mali, ou la façon de construire des hauts fourneaux, ou quoi que ce soit. Il faut pas vouloir tout comprendre. Ce qu'il faut, c'est avoir une grille de repères, un système, on appelle ça des religos, mais un système de valeurs, qui va nous permettre d'avoir des repères qui sont les mêmes pour qu'on puisse analyser ensemble, de la même façon, les acteurs et leurs actions. Et si, quand vous analysez l'action d'une personne, moi je l'analyse pas de la même façon, on va pas pouvoir être d'accord. Et pour analyser de la même façon, il faut qu'on ait une même grille d'analyse. Et pour avoir une même grille d'analyse, il faut réfléchir ensemble pour savoir ce qui est le plus important pour nous. C'est un problème de sens, de signification de nos existences, et il faut qu'on regarde en nous-mêmes pourquoi est-ce qu'on aurait envie de vivre ensemble durablement. À quelles conditions je veux vivre avec vous? À quelles conditions je ne veux plus vivre avec vous? Qu'est-ce qui est acceptable pour moi? Qu'est-ce qui est acceptable pour vous? Et qu'est-ce qui va nous constituer des repères communs qui vont être acceptés par vous et par moi? Si on n'est pas d'accord là-dessus, si on n'a pas ce système de religo ou système de valeurs, on ne peut pas y arriver. Et dans notre République française, on n'a plus de système de valeurs. On n'a plus de système de valeurs. Pourquoi? Parce que tout est lié à la religion. Dans les religos, une religion, c'est 4 choses. Hein. C'est un système de valeurs. Par exemple, tu ne tueras point. Ça préexiste avant la religion. Puis après, vous avez des mythes qui vous disent, oui, mais tu ne tueras point. Moïse il est allé dans le désert et puis Dieu lui a parlé. Il l'a vu. Hein. Et c'était marqué sur la pierre. Hein. Et donc c'est pas Moïse qui l'a inventé. Ça vient d'ailleurs. Donc ça, c'est le mythe. Il faut ancrer la valeur dans le passé. Et après, il y a le rite. Il faut ancrer la valeur dans le présent. Alors, on va communier. Pour certains, c'est le dimanche matin. Pour d'autres, c'est le samedi. Pour d'autres, c'est le vendredi soir. Et donc, on communie, on se rappelle les valeurs. On pose des actes qui montrent à notre collectif qu'on est bien reliés et d'accord sur l'essentiel. Ça, c'est donc religo,
mythe et rite, la quatrième chose, c'est la façon dont on va organiser notre gouvernance entre nous. Dans toutes les religions, il y a un système de gouvernance. Et donc là, il s'agit pour nous, non pas de venir inventer une religion, les mythes, il ne s'agit pas d'en créer, les rites non plus, il s'agit d'être d'accord sur nos religos, c'est-à-dire nos valeurs fondamentales sur lesquelles nous sommes d'accord, et d'avoir une gouvernance qui va nous permettre de tout passer au crible à travers ce système de repères. Et si on n'est pas d'accord là-dessus, ça veut dire qu'on va pouvoir dire, comme par exemple, moi j'ai arrêté de regarder la télé il y a plus de 10 ans, et je me souviens d'un Premier ministre qui a dit les gens qui traversent l'Atlantique en solidaire, c'est les héros de l'ère moderne. J'arrête de me préoccuper de la politique, c'est fini. Comment un Premier ministre, un chef de gouvernement peut dire ça? Ça, c'est un système de valeurs? C'est être capable de jouer à la baballe et de marquer un but et vous êtes un héros de la société? Mais on est complètement à côté de la plaque. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on tombe d'accord. C'est quoi un héros? C'est quoi un modèle? C'est quoi une bonne action? Maintenant, ceux qui font les bonnes actions, c'est les naïfs de service. Il faut sortir de ça. Et donc, il faut être capable de comprendre ensemble ce qui est essentiel pour nous. C'est ça qu'il faut construire, donc un système de valeurs et un système d'analyse, donc de gouvernance, pour aller analyser à travers ce système de valeurs. Yves, il y avait encore une question, alors peut-être juste pour terminer. Le contrat social, donc, est-ce que c'est de la solidarité? Est-ce qu'il faut penser solidarité? Parce que justement, sur les retraites, là, on n'arrête pas de nous dire, oui, on garde la solidarité 45, et puis, en même temps, on dit capitaliser, capitaliser, capitaliser. Voilà le... Alors, donc ça, c'est des questions importantes. Vous parlez de deux choses différentes. Vous parlez des religos. La solidarité, c'est un religo, c'est un système de valeurs. C'est-à-dire, est-ce que moi j'ai envie d'être solidaire avec ceux qui font des études jusqu'à 30 ans d'histoire de l'art? Est-ce que moi, et donc je sais, et dont ils savent que, à l'issue de leurs études, ils trouveront pas d'emploi. Et qu'après, quand ils auront 60 ans, ils voudront être à la retraite. Donc ils vont aller à l'école de plus en plus tard et sortir du travail de plus en plus tôt. Alors que quand on a créé le système de retraite, au départ, retraite à 60 ans, c'était à un moment où l'espérance de vie était de 60 ans. Quand on a créé... En 72 en Allemagne. D'accord, donc c'est 65-65. Voilà, c'est ça, je me suis trompé. Pardon. Donc, oui, moi je crois aussi. Quand on a créé 65 ans, on a dit la retraite à 65 ans, et non pas à 60, l'espérance de vie, elle était de 65 ans. Donc déjà, vous aviez une chance sur deux d'y arriver. Et maintenant, on a fait des progrès fantastiques, et c'est tant mieux pour nous tous. Quand on a atteint l'âge de 60 ans, on a, en moyenne, plus de 20 ans d'espérance de vie en bonne santé. Pas dans la maison de retraite, en bonne santé, pour faire tout ce qu'on veut. C'est l'âge d'or. C'est le jardin des Hespérides. On n'a plus aucune contrainte, on a de l'argent, on fait tout ce qu'on veut. C'est génial. Enfin, tout ce qu'on veut dans la limite des moyens. Et donc ça veut dire que les conditions dans lesquelles le pacte a été construit ont changé. Dans le même temps, vous avez des gens qui arrivaient sur le marché du travail assez jeunes, certains à 14 ans, et maintenant, ceux qui arrivent à 14 ans, il y en a de moins en moins, ils arrivent plutôt à 20, voire à 25, voire à 28, voire à 30. Et donc, tout ça, ça a changé. Alors la solidarité, est-ce que c'est dire on continue toujours comme on a fait avant parce qu'on ne tient pas compte des évolutions, ou est-ce que c'est dire je tiens compte du fait que le jeune qui va commencer à travailler à 30 ans, eh ben lui va cotiser pour des gens qui sont à la retraite à 60 alors qu'ils ont la pleine force de l'âge en plus. Maintenant, quand on a 60 ans, on a plein de possibilités de travail, on est en bonne santé. Est-ce qu'on lui demande ça ou pas? Celui qui a 60 ans et qui a commencé à travailler à 14 ans, est-ce qu'on lui dit on s'en fout que tu aies travaillé 46 ans, tu dois quand même retarder ton âge de la retraite, ou bien on le traite différemment et on tient compte de sa spécificité. Donc la solidarité, c'est quelque chose qui est compliqué. Il ne s'agit pas de dire je suis solidaire, je suis pas solidaire, il s'agit de l'articuler, de la définir, de la contextualiser. Si on n'est pas capable de faire ça, eh bien aux entournures, tout le monde risque d'être dans un désaccord. Vous prenez les Allemands dans le même temps. Les Allemands, ils vous disent, on augmente l'âge de la retraite, mais dans leur mode de fonctionnement, on sait qu'ils vont pouvoir le baisser, un de ces quatre, parce que ce qui compte, c'est la gouvernance en Allemagne.
C'est la façon dont on réfléchit pour prendre la décision. Et cette façon-là, elle produit la bonne décision au moment donné. Nous, on n'a pas le système de réflexion pour diagnostiquer, pour décider ensemble. Donc on est dans un dogme et on dit c'est 60, basta. Mais s'il y a plein d'autres choses qui ont changé, ah non, je dis je veux pas réfléchir. Ça, c'est pas la solidarité non plus. Donc la solidarité, ça suppose d'avoir un mécanisme qui permet de l'actionner, de l'activer pour que chacun puisse décider en connaissance de cause. Si on ne permet pas aux gens de comprendre ce qui se passe, on ne peut pas leur demander d'être solidaires. Et maintenant, très important, vous avez raison de dire, la solidarité, c'est absolument un religo à définir. Et nous, sur notre travail, notre groupe de travail sur la retraite, on a trouvé 2 religos essentiels. C'est la solidarité qu'on croise avec l'utilité sociale. Et on regarde qui a envie d'être solidaire de qui, et qui a envie d'être utile à qui. Et on fait un croisement. Voilà. Et on ne peut pas prendre une valeur sans prendre l'autre. Voilà une conclusion, en tout cas, qui doit nous interroger par rapport à notre projet de territoire. Mais les choses vont changer parce que je pense que les Allemands vont comprendre sûrement quelque chose parce que M. Sarkozy a décidé cet après-midi de partir en Allemagne, puisque les Allemands ne comprennent pas ce qu'il faut faire pour résoudre la question de la dette souveraine. Donc je pense qu'il va aller expliquer à Mme Merkel ce qu'il faut faire. Si j'ai bien compris, notre usurpateur, parce que si j'ai bien compris, c'est pas lui qu'on aurait dû avoir, c'était Juppé. Et donc, il est parti expliquer cet après-midi à Mme Merkel comment il fallait faire. Et voilà. Ça n'a rien de personnel, ce que je disais tout à l'heure. Hein. Non. Et d'ailleurs, pour Sarkozy, ça veut dire qu'on est bien dans un mécanisme d'hyper-président, mais qui n'a rien à voir avec sa personne. Il ne faut pas qu'on se trompe dans l'analyse. C'est pas sa personne qui fait la différence, c'est notre ethos collectif parce que en France, on a besoin d'avoir un super chef. On a négligé l'évolution, on a laissé des minorités de blocage. Le gros problème, moi je prendrai un seul exemple. L'avenir en France du maritime, de la sortie de la gare aujourd'hui, a été loupé par l'accord du gouvernement à la sortie de la guerre avec le Parti communiste et les dockers nous tiennent, ils nous ont fait nous écrouler et continuer. À Marseille, c'est 40 dockers. La CGT elle-même à Marseille, moi j'ai fait la conférence au Césaire là-bas, la CGT, responsable de la CGT, dit les dockers, c'est pas nous. Mais sauf que ça marche comme ça. Et voilà. C'est pas que l'image, c'est la contre-performance, parce que les dockers ils sont plus à Marseille, il y a encore les 40, mais il y a plus que. Les autres ils sont en Hollande et en Allemagne. Très bien. On va conclure là. Ce qui apparaît, c'est quand même qu'on a à refaire le monde, d'une certaine manière. Pas le nôtre, en tout cas, ici, à Nantes, pour l'horizon 2030, et puis la France, si on élargit un peu l'horizon. Donc voilà, je voudrais remercier Monsieur Chantarot de sa fougue et de sa passion et de sa présentation du travail de l'Odis. Et puis, j'espère que ce que vous nous avez dit va nous servir. Je n'ai pas de doute, ça va nous servir pour nos travaux à venir. Merci à vous. Et juste un mot, si vous avez envie d'avancer dans la réflexion sur la gouvernance, on a plein d'outils, on a plein de méthodes, on a plein de trucs et de façons de comprendre ce qu'il faut faire, et on pourra vous apporter ça si vous voulez.